Salut tout le monde, salut, bienvenue dans cette émission, dans ce numéro de Blabla Bibli. On va parler des éditions Météor et de tous les livres autour de ça, des sujets, des théories que vous mettez en pratique et aussi un petit peu de la Belgique, de Bruxelles. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le rapport avec l'antiracisme, avec plein de sujets comme ça. Et pour ce faire, j'ai le plaisir tout d'abord de recevoir Renaud Selim. Attends, ton nom de famille, c'est quoi? C'est Sanli. Ouais. Sanli. Renaud Selim Sanli, déjà un prénom incroyable. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent que Renaud. Hein. Ouais, je sais, toi longtemps, non? Ah oui, mais parce que je savais pas que c'était Renaud Selim. Quand j'ai su que c'était Renaud Selim, j'ai dit Renaud Selim Sanli. Et toi, tu es des éditions Météor. Tout à fait. T'es même, d'ailleurs, on va présenter très vite, mais tu es le fondateur des éditions Météor ou Oui, je suis le fondateur, mais c'est moi qui ai lancé l'impulsion de départ. Mais après, on est un collectif, on est 8-10 personnes, et selon les livres, on travaille différemment, quoi. D'accord. Donc, on va parler de tout ça avec toi. Et la deuxième invitée, c'est Mirabel. Mirabel, comment te présenter? Touvenot. Parce que j'ai pas l'habitude de dire les prénoms quand j'ai les personnes qui viennent mais souvent. Mirabel, c'est bien. Oui, mais Mirabel, alors on pourrait te présenter comme militante féministe, mais tu es aussi une camarade de longue date, de l'antiracisme, du décolonial. De moins en moins féministe à votre contact, hein, quand même. Ah ouais. Arrête de dire ça. Mais je sais pas si les gens se rappellent, mais tu étais déjà venu, PDH, on t'a vu plusieurs fois. Moi, tu étais venu, on avait fait l'émission sur les mères, je crois. Ouais, et tu te souviens, au tout début de Parole d'honneur, là, on avait fait une visio ensemble, c'était les premières émissions. Ah, c'était la perme, pendant le Covid ouais. et tout. Ah ouais, ça date. Ouais. Ça date. On avait fait une tous les deux, au tout début, sur Twitch. Et moi, tu m'avais aidé, alors je vais te mettre dans la sauce, pour l'article sur Fatima Ouassar. Mais très bon article d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Il était bien sur la politique des mères. Et toi, c'est quoi tes sujets de prédilection? Parce que là, tu te dis moins féministe, mais tu es quand même toujours intéressé à ces problématiques-là. Comment dire? Après, je suis quand même militante plutôt active auprès du QGD. Je vais te mettre là comme ça tu pourras me regarder en même temps. Auprès du QGD colonial, puisque notamment je fais partie des petites mains très actives sur la revue Nous. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. j'ai pas. Oui, tu fais le truc. Oh putain. Je suis en retard sur des trucs. Je vais rien dire. Voilà, donc je navigue plutôt dans les réseaux décoloniaux depuis des années. Après, j'ai un parcours qui m'a fait d'abord rencontrer la philosophie pragmatique, mais toujours. Donc c'est pour ça que. C'est possible de fermer la fenêtre ou pas? Parce que vous parlez fort. On s'amuse. Oui, mais nous, on parle là. Donc voilà aussi une entrée dans la pensée décoloniale via la philosophie pragmatique dont on va parler aussi ici aujourd'hui et le lien avec la Belgique, bien que la philosophie pragmatique ne soit pas que belge, mais a eu un relais fort en Belgique, on va dire. Ça va être les gens, ça va être parfois un petit peu gros cerveau. On va essayer que non. On va faire des blagues. On va essayer que non. Je vais juste faire comme ça, tac, comme ça. Et tu m'entends bien là comme ça? Normalement, c'est bon. Vous voyez? Je dois coller ma bouche, non? Si vous êtes dans le jaune, c'est parfait. C'est dans le jaune. Voilà. Moi, je suis le deuxième? Ouais. Je suis dans le vert, là. On est tous là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'était toi qui parles. On va essayer d'aller aborder des sujets qui sont difficiles, hein, parce que tu édites des philosophes qui ne sont pas super accessibles. Il y a Latour, mais il y a aussi, par exemple, lui. Brian Massoumi, pardon. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord, je voudrais juste très vite qu'on fasse la présentation de Météor et des éditions Météor. Et au départ, les Bruxellois doivent connaître les militants parce que c'est d'abord une librairie, c'est ça? Tout à fait, ouais. Une librairie militante. Alors, oui, militante en tout cas. C'est vrai que quand on l'a lancé il y a 5 ans avec mon frère, on avait pour idée un peu... Il y a de très bonnes librairies à Bruxelles. Mais on avait pour idée un peu d'amener des pensées qu'on voyait moins sur les tables, notamment des pensées décoloniales. On a très vite, d'ailleurs, tu étais venu faire une perme, ou je sais avec pas, PDH, oui, on avec était PDH, avec tous les mouvements décoloniaux de Bruxelles, et aussi de faire beaucoup de rencontres et d'essayer de faire des intersections entre pas mal de gens qui parfois pourraient ne pas se rencontrer. Et donc c'était un peu l'idée. Nous, on vient de la philosophie pragmatiste. En tout cas, on a été éduqués par Isabelle Stengers et Didier Debèze. On va y venir sur on ça. Va y venir, voilà.
C'est au-delà de mes compétences. Moi, ça m'intéresse, mais je ne serais pas assez compétent pour vraiment en parler. On va présenter. Et puis après, donc ça, c'était la librairie. Et après, très vite, il y a eu le désir de faire effectivement une maison d'édition parce qu'on pensait qu'on avait un truc à apporter justement dans ce champ-là, le champ dont on va parler aujourd'hui. Et là, très vite, ça a été, il y a eu plusieurs personnes qui sont greffées, qui ont accompagné. Et là, on est tout un comité éditorial. Alors, pas que des philosophes, pas que des pragmatistes. Il y a plusieurs lignes parfois qui peuvent se rencontrer, qui peuvent se croiser, s'éloigner. Donc, quand je vais parler de ça, moi, je vais en parler selon un peu comment moi je le vois et comment certaines d'entre nous le voient. Mais c'est pas toujours la seule ligne qui pourrait être présente, qu'on pourrait voir chez Météor en tout cas. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter, là vous dites la philosophie pragmatique et notamment Stenger, qui est peut-être l'une des figures majeures à Bruxelles, et j'ai l'impression que... Dans le monde. Et dans le monde aussi, mais dans le monde. Mais d'ailleurs, aussi camarade du décolonial et tout, on va y venir. Qu'est-ce que c'est la philosophie pragmatique comment on peut le présenter aux gens? Alors, attends, parce que moi, je vais détendre tout le monde sur le niveau intellectuel. Non, mais pour resituer aussi peut-être ma parole, c'est que moi, je suis pas ni philosophe, ni chercheuse. Nous trois. Non, mais c'est important de le dire parce que je suis peut-être d'abord une militante et activiste, on va dire. Par ailleurs, j'ai un métier. Je suis j'ai pour vivre. Et c'est plutôt pour moi, c'est plutôt la question de que fait ce type de pensée, quoi, comme mise en mouvement et en action. Donc, moi, j'ai pas une entrée philosophique et théorique. En fait, c'est des livres qui m'ont été mis entre les mains. D'accord, ouais. Et qui ont été des objets de mise en mouvement forts, en fait, de rendre possible des nouvelles manières d'aborder certains sujets. Donc c'est par ce biais-là, en fait. Donc moi, mais c'est quoi, je serais presque incapable de définir la philosophie pragmatique, à part de dire que, et là c'est un peu, je sais pas, après toi tu diras, Renaud Selim, ce que tu en penses, mais... Pour moi, la base, c'est une manière de mettre en pensée, en tout cas de ne disqualifier aucun objet de pensée. Pour moi, ça, c'est la base première. C'est-à-dire que c'est pas, tout doit faire objet d'une possible pensée, qui plus est activée de manière collective et à partir de leurs effets, plus que d'une raison d'être. Voilà. C'est un peu comme ça que je le définirais, pour le mettre en mots un peu simples, parce que j'en ai pas d'autres, quoi. Ouais. Je ne sais pas si je vais définir la pensée pragmatiste encore une fois de manière large, mais en tout cas, nous, comment on nous l'a appris, c'est effectivement déjà de partir des attachements des gens ou des attachements qu'on avait, que ce soit des objets philosophiques, culturels, en fait, de partir des milieux. Ouais. Et à partir de là, de ne pas avoir des positions de surplomb et pas avoir une pensée qui essaye de tout analyser pour essayer de comprendre tous les ressorts de ce qui se passe au-delà des gens, au-delà des mouvements, au-delà des actions, au-delà de la politique, mais plutôt de rentrer dedans et de là de voir comment est-ce qu'il y a des lignes de pensée qui peuvent s'activer et quels effets d'activer ces lignes de pensée peuvent avoir. Donc c'est toujours une pensée des effets, quoi. C'est un truc dans lequel tu te mets toi-même et tu réfléchis de comment ça peut aussi te changer toi ou ça, ce serait très subjectiviste, ce serait un peu trop psychologisant et on essaie d'éviter ça, mais en tout cas... mais par exemple, Isabelle Stenger s'inscrit dans ce domaine-là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle apporte, elle, Isabelle Stenger, par rapport sur ce point de vue et sur les travaux qu'elle étudie? Parce qu'elle, il me semble, c'est beaucoup sur la science, sur le rapport qu'on a à la science et sur ce que fait la science, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que c'est Ou comment se fabrique la science? Comment se fabrique la science? Et comment, si on explore les modalités de fabrication de la science, et c'est aussi ce que fait Bruno Latour, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été très proches, c'est que tout d'un coup on découvre des modes d'inventivité qui sont d'un autre sort que celui du dévoilement perpétuel, par exemple, d'établir une vérité une fois pour toutes. C'est-à-dire que c'est tous ces enjeux-là qui vont être travaillés comme des espaces de découverte et de créativité. Donc en fait, ça c'est vraiment une autre manière de l'aborder que par rapport à une vision du scientifique dans sa tour d'ivoire ou ce genre de récits qui font de la modernité, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, c'est de questionner la science en elle-même parce que on a souvent même vu... son objectivité. Alors on a souvent vu ça comme une critique de l'objectivité de la science, et d'ailleurs beaucoup de scientifiques à un moment l'ont mal pris en disant mon Dieu, mais vous nous enlevez notre pratique, alors qu'au contraire c'est de la rendre plus riche. Et c'est de montrer parce que souvent, en fait, la science avec la modernité a été utilisée comme vraiment cette espèce de dispositif de dévoilement, de progrès, d'ailleurs sur lequel après vont se caler les sciences humaines en disant, voilà, en fait, là, on vient amener un progrès dans la pensée, un progrès dans la science,
un progrès politique aussi, hein, Ouais. on en parle, enfin voilà, tu sais bien la question coloniale, la question du progrès, Le le progressisme est en fait lié d'une certaine manière à ces questions-là. Et je pense que des penseurs et penseuses comme Isabelle Stengers, mais aussi Bruno Latour et même Brian Massoumi, en fait, justement, ne prennent pas ce progrès comme acquis, voire en fait en font une espèce de, pas de critique, mais en fait vont essayer de le montrer que c'est un appareil de capture Ouais. qui vient complètement dévaster les pratiques, mais même les pratiques qui s'en réclament, même les pratiques qui se réclament du progrès. D'accord. Et qu'en fait, elles viennent complètement tout mettre au même niveau, ou alors mettre des moments de surplomb, hein, quand le bon scientifique, le bon chercheur, mais même en sciences humaines, a le droit de te faire la leçon, a le droit de t'expliquer. En fait, ça te donne un rapport de pouvoir à certaines personnes. C'est effectivement une espèce d'idée, d'histoire, enfin de philosophie politique de la science et d'une certaine manière, peut-être pas juste du pouvoir au sens classique de la théorie politique, mais en tout cas qui vient asseoir un mode de pensée et donc un mode de faire et un mode de vie sur des objets extérieurs. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi, il me semble, parce que j'en ai lu plusieurs de chez vous, il y a ce dernier-là, pourquoi la critique est à court de carburant. En fait, il y a aussi beaucoup le cliché de ces gens-là, Latour, Stengers, viennent critiquer la science, je fais pour justifier des pratiques antiscientifiques. Ouais. Et notamment les médecines prémodernes et tout. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Que c'est faux, mais que en fait non, en fait ce qui se passe c'est qu'elles se sont intéressées justement, comme je le disais, je pense, enfin ils se sont intéressés à comment est-ce que cette revendication d'une forme de modernité dans la médecine moderne ou dans la science moderne s'est en fait construite sur la destruction de plein d'autres pratiques. D'accord. Qui existaient ou qui existent encore. Mais la question, c'est pas de revenir à des pratiques ancestrales, animistes, je sais pas quoi, mais c'est de réactiver, si tu veux, dans la modernité ou dans ce qui s'est passé, des lignes qui n'ont pas été complètement détruites, des communs qui n'ont pas été complètement détruits, pour les continuer à les faire émerger aujourd'hui, mais toujours de manière, ça peut être scientifique ou non. Ça dépend en fait par exemple, Isabelle Stengers, elle a une manière de qualifier la science de manière très claire, et elle dit, pour la médecine, ce n'est pas de la science, mais c'est pas grave, c'est une pratique. Quand on dit la médecine, c'est-à-dire ce serait quoi pour elle la science ? C'est ça que je comprends pas. Bah la science, ce serait. Alors là, c'est toi qui m'amènes dans les trucs. Ah oui, non, cerveau, mais ça, hein. vraiment, les gens. Non, mais c'est ça m'intéresse. Ouais. C'est-à-dire, genre, la pratique, c'est quoi ? C'est qu'il peut pas avoir de trucs vraiment scientifiques dans la médecine. C'est quoi ? On teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Bon, en fait, ça me fait penser aussi à. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, là, je parle au chat, mais vous connaissez Toby Nathan Ouais, bien sûr. sur l'ethno, et aussi de se dire, s'il y a des choses qui marchent, c'est Bien sûr. peut-être que ça va pas être prouvé scientifiquement, mais si ça marche sur l'individu, il y a peut-être des choses à retenir là-dessus. Mais tu vois, souvent la psychanalyse ou les trucs ou la psychologie clinique, mais se réclame d'une forme de certaine psychanalyse, de scientificité. Mais en fait, la scientificité, c'est construire tout un dispositif de preuve qui fait exister après d'autres, où tu es obligé de mobiliser des êtres sur lesquels tu n'as pas de pouvoir. Et il y a une espèce d'épreuve ontologique, tu vois, à chaque fois, qui doit être refaite, qui doit être prouvée. En médecine, il n'y a pas de preuve. Il y a pas de, c'est pas grave. D'accord. Mais il n'y a pas de cause à effet, tu vois. Même en psychiatrie, encore moins. La psychiatrie, c'est souvent, c'est pour ça qu'on a fait 2 livres on va y là-dessus. Mais la psychiatrie, la médecine, en tout cas psychique, c'est souvent défini comme étant celle qui pouvait atteindre les psychismes individuels, etc. Mais on voit bien que la psychiatrie aujourd'hui, c'est tu testes des médicaments, tu en testes d'autres, tu vois. Et en fait, Toby Nathan, il fait ça, mais sauf que plutôt que de trouver des dispositifs qui isole les individus, hein, le psychiatre, son médecin, un médicament, ça marche pas. Lui, il fait exister d'autres aides qui peuvent donner de la consistance à des milieux, quoi, pour soigner. Alors, moi, je dirais pas qu'il n'y a pas de preuve, c'est que la preuve est dans les effets produits, quoi. Tout à fait. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un médicament peut faire ses preuves, mais en fait, il est aussi enchâssé dans plein de pratiques, en fait. Et peut-être pour répondre à ta question initiale, je dirais que peut-être l'erreur fondamentale, ce serait de penser que cette philosophie-là voudrait rétablir des effets de vérité à un autre endroit, alors que typiquement, elle est dans ce geste de ne rien disqualifier a priori. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas réhabiliter des pratiques contre d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le chemin... moi, je ne suis pas une grande spécialiste des textes plus pointus sur les sciences, mais
J'en ai lu quelques-uns, notamment d'Isabelle Stengers, et vraiment son intérêt se porte sur la fabrication. Et en fait, le lien qui est fait, c'est que d'autres types de rapports au monde ou de fabrication de formes de vérité qui peuvent exister à un moment. Alors là, tu parlais de la médecine sur des pratiques ancestrales. C'est qu'il n'y a pas lieu de les opposer non plus, parce qu'en fait, elles procèdent de collectifs de pensée en fait, et de pratiques qui permettent de faire émerger quelque chose qui fonctionne à un moment pour le collectif, pour la communauté, quoi. Et Toby Nathan, c'est aussi ce geste-là, qui est d'ailleurs bien loin d'un geste qui rejoindrait des formes d'orientalisme, de fascination pour le complètement autre, mais plutôt de dire... il y a des formes qui peuvent fonctionner dans certains espaces-temps et ils ne sont pas plus ou moins que ce qu'est la médecine moderne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que c'est une manière de ramener la médecine moderne ou la science moderne, enfin moderne de la modernité occidentale, dans un champ qui ne vaut pas plus que les autres. Donc, c'est rompre avec cette idée d'une supériorité de la modernité, de tout ce mouvement sur le progrès, justement, qui viendrait en fait disqualifier un milliard de pratiques en fait, et d'attachements. C'est là le nœud qui est intéressant. C'est là où ça rejoint le décolonial. Oui, tout à fait. Moi, je pense. Avec l'idée qu'on a imposé cette vision-là, ce paradigme-là à l'ensemble de la planète, comme quoi ce serait le bon paradigme à avoir aux dépens des autres paradigmes. Tout à fait. Mais ici, il y a des gens qui vous disent que vous êtes relativiste. Bah oui. non, mais en fait, alors il y a une phrase de Deleuze dont j'oublie toujours le sens. Dans quel sens c'est, mais il y a la vérité du relatif et le relatif de la vérité. Et donc c'est aussi, en fait, ça veut dire quoi relativiste ? Bah si, souvent on a opposé à Isabelle Stengers, je crois que c'était au moment de son jury de thèse, je sais pas quand, il y a un physicien qui était là qui a dit si vous ne croyez pas aux sciences, jetez-vous par la fenêtre, vous allez voir si les lois de la gravité marchent. C'est complètement stupide comme question, mais c'est en général, tu vois, c'est en général le mépris. Mais eux, ils s'accaparent la théorie de la gravité. Genre, c'est eux qui ont établi cette loi. Si tu ne crois pas à ce qu'on dit nous, c'est que tu ne crois pas à la théorie de la gravité. C'est bizarre, quoi. Souvent, ça a été une façon d'accord. Genre, c'est nous, ça. Hein. Bien sûr, mais c'est de là où ils tirent leur pouvoir. Alors qu'en fait, les physiciens, ils ont plein de dispositifs qui ont fait qu'ils ont réussi à faire exister ce qu'était la gravité, etc., etc. Mais c'est une manière, effectivement, de s'accaparer un pouvoir pour détruire d'autres, pour être un espèce d'argument d'autorité, si tu veux. D'accord. Et après, alors parce que justement là, la bonne nouvelle, c'est que la revue Nous a été envoyée à l'imprimeur ce matin, le dernier. Et donc on a fait un entretien avec Didier Debès, donc qui recroise beaucoup ce qui se dit là dans le bouquin édité chez Météor. Qui est un disciple de Stenger, Debès, c'est ça ? Un proche, un collaborateur proche de Latour aussi, qui signe la préface du bouquin. Oui. Voilà. Et sur cette question, moi je dirais que c'est la crainte du relativisme, on le dit à un moment dans l'entretien, c'est la crainte d'être relativisé en fait, je pense. C'est-à-dire d'être mis à un niveau de traitement presque égalitaire avec d'autres mondes, d'autres manières de fonctionner dans des collectifs humains. Et c'est plutôt s'attaquer à la prétention de la modernité, à vouloir être hégémonique en réalité dans sa modalité d'approche qui n'en est qu'une parmi d'autres. Et donc, en fait, on se dégage un peu de la question de qui aurait raison. Parce que c'est pas de ça dont il s'agit. C'est comment il y a des agencements possibles. La question est mal posée. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit la science est supérieure, quand même. C'est mal posé la question. Oui. C'est de se dire que c'est pas une question de supériorité, c'est de voir les multiples manières qu'il y a des gens de s'organiser ou de penser la manière de relationner avec le monde. Il y a ça, et puis moi j'ai l'impression que dans les livres d'Isabelle notamment, il y a tout d'un coup, et d'autres philosophes d'ailleurs autour d'eux, c'est en fait ce qui démontre. Alors il y avait aussi les livres de Vinciane Després, qui reprennent toutes les questions, par exemple liées à l'éthologie, les recherches sur le monde vivant. En fait, ce qu'on découvre, c'est que les questions, elles s'inventent. Et que c'est pas qu'il y aurait une méthode scientifique qui vaudrait, c'est-à-dire que c'est toujours des inventions. C'est-à-dire que ce qu'on découvre à des moments est de l'ordre d'agencement, de gens qui vont complexifier des questions, vont les faire parfois dériver parce que la première question ne va pas aboutir à une réponse satisfaisante.
Et qu'en fait, c'est de l'ordre de la découverte. Et donc, en fait, sur le chemin de cette découverte, c'est pas qu'on atterrirait sur un sol stable. C'est que et l'autre image aussi que j'aime beaucoup dans cette philosophie-là, c'est qu'en fait, il y aurait un enjeu aujourd'hui à se départir de la modernité occidentale, dans le sens où elle est et aussi de la philosophie qui irrigue la manière de faire science ou de vouloir établir des vérités, parce que c'est ce qu'ils appellent un amincissement du monde, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'à force de délégitimer un certain nombre d'objets qui, pourtant, existent au sein des communautés humaines dans plein d'endroits, et donc ça se pose notamment sur les questions de croyances, d'être invisible et tout ça, à force de vouloir dévoiler ce qui serait que de l'ordre d'une illusion, en réalité, on crée un monde pauvre, en fait. Un monde qui ne tient plus à rien. Donc, et contre tout ça, il s'agit de créer ce qu'eux appellent un épaississement du monde. D'accord. Et donc là, on n'est plus sur le chemin de est-ce qu'il y aurait une rationalité exacte ou pas. C'est qu'est-ce qu'on va venir abonder pour rendre un monde plus intéressant, plus vivant, plus... Voilà, donc on est vraiment dans des approches philosophiques radicalement différentes, en fait. Oui, d'ouvrir sur d'autres paradigmes. Paradigme, mais oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, en fait, moi, il y a la question de... Tu sais, par exemple, la remarque de la science est quand même supérieure. En fait, la question à se poser, c'est supérieur en quoi? Quels sont tes critères de valeur pour estimer que c'est supérieur, tu vois? Le progrès scientifique qui nous amène avec la destruction des espèces vivantes et même de l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est cette supériorité-là? Ou le nucléaire, la conquête de Mars, elle peut être force de destruction. La colonisation, l'armement, il y a vraiment ces sujets-là à avoir. La Tour a bien montré comment la science... Raoul, c'est de chez vous, ça. Ouais, c'est Raoul. chez nous, ouais. La science et la méthode scientifique fonctionnent surtout dans les labos. En dehors, ça peut finir comme les zinzins zététiques. Oui, c'est ça, c'est le déplacement dont je parlais un peu et dont Mirabel a parlé. C'est en fait du labo et des preuves de l'inventivité scientifique qui se fait en labo, mais avec plein d'exigences très fortes et ontologiques très fortes, et avec des trucs en fait assez géniaux. Les inventions scientifiques, il y a des trucs assez géniaux qui se passent. Mais après, c'est le déplacement de cette volonté d'objectivité, de rationalité et en fait d'une forme de progrès, enfin ce qu'on appelle une capture de ce qu'on appellerait un progrès, qui se déplace en dehors des sphères scientifiques et qui viennent en fait phagocyter et coloniser le monde d'une certaine manière, tu vois, et les modes de pensée, les modes de faire différents, etc. Et après, ce qui est beaucoup discuté aussi, j'ai l'impression, chez La Tour, notamment dans le texte que vous avez publié, c'est toute cette histoire-là de la grande bifurcation, qui signe l'avènement de la modernité, où en fait on construit des objets qu'on suppose inertes, en fait, et que vraiment le paradigme scientifique dans le cadre de la modernité occidentale est vraiment conçu pour croire que les scientifiques vont arriver dans un labo complètement neutre et pouvoir poser un objet dont à un moment on arrivera à capter sa vérité en dehors de toute puissance propre à l'objet. Et que en fait, ça c'est une dérive qu'on observe dans les sciences dures. Donc en fait sur cette dissociation nature-culture en réalité, c'est un peu, je me trompe pas, bien sûr. Et que ensuite ça va être cette conception-là va être progressivement aussi incorporée aux sciences sociales. C'est-à-dire que cette capacité à croire que tu es sociologue et tu vas réussir à capter un objet dans une espèce de vérité, mais qui devient évidemment de l'ordre de l'impuissance totale, puisque tu en as fait un objet neutralisé, quoi. Et donc, en fait, eux, tout ce qu'ils observent dans la réalité du laboratoire ou des questions scientifiques, c'est de dire, en fait, c'est bien plus actif que ça. Et donc, en fait, c'est plutôt démonter une forme de mythologie qui s'est imposée sur la recherche de la vérité, du progrès, pour dire, on est toujours dans de l'ordre d'agencement où les choses interagissent, quoi. Et que les objets étudiés ont aussi une vie propre. D'accord. C'est ça. Et ce qui rend en fait beaucoup plus intéressant le monde, même pour les scientifiques. Tu vois, ou même pour les sociologues ou pour les chercheurs en sciences humaines. C'est tout d'un coup, en fait, c'est pas juste un monde inerte sur lequel tu poses ton point de vue et tu décortiques, mais en fait, c'est des trucs qui bougent de partout. Qui agit aussi sur le chercheur lui-même. Qui agit sur le chercheur lui-même, qui agit sur un peu sur le monde entier, sur tout le milieu, quoi. Et tout d'un coup, c'est pas un objet isolé avec le social, l'objet, mais c'est en fait à partir de l'objet, tu dévoiles, pardon, c'est un mauvais mot, tu ouvres à tout ce que ça ramifie, quoi. Oui, voilà, les liens. Alors, je lis un peu quelques commentaires. J'avais une question sur le meilleur livre d'Isabelle Stengers pour commencer. Commencer, en fait, commencer. moi je dirais. De quel point de vue?
Ouais, c'est Oui, quel voilà, point de c'est vue, ça. voilà. Alors, Bah, en tout cas, sur les sciences, mais c'est je crois- l'invention. elle est trop peu connue, Isabelle Singer, pour le. Ça, c'est votre mission de. Faudrait que je vienne. J'aimerais beaucoup la rencontrer là-bas et de faire une vidéo avec elle. Hein. Il faut lui demander, Ce c'est serait beau. génial. C'est incroyable. Ce serait très beau. Si Bah, vous avez des contacts à et tout, Bruxelles, le 23, elle présentera dans une librairie le Novembre. Latour, janvier. D'accord. Bah vas-y, on reste en contact. Et, Nous restons pour vas-y. mais elle pourra pas se déplacer, je pense. Non, mais non, Ah mais ouais, moi ça, de toi, venir. ouais, toi, de Parce que venir. nous, ce qu'on fait de plus en plus avec la Zavoie, c'est qu'on va chez des gens, des intellectuels, des anciens Bah, et ça, tout. je pense que et pourrait filmer être, et avoir je des pense que- discussions. Je pense qu'elle pourrait être. Bah, vas-y, on en reparle. Vas-y. Mais je t'ai coupé sur le meilleur livre de Stengers. Sur quel sujet? Bah, science, c'est invention des sciences modernes. Médecine, c'est Médecins et sorciers qu'elle a coécrit avec Toby Nathan. Il est très bien. Il est incroyable. Il est incroyable. Et après, le livre le plus politique de départ, je dirais que c'est La sorcellerie capitaliste, qui moi je trouve est incroyable, coécrit avec Pignard, et qui justement sort d'une analyse marxiste de surplomb, tout en se revendiquant quand même d'un certain Marx, et qui montre comment est-ce qu'en fait on ne peut pas attaquer le capitalisme avec seulement des discours de rationalité, parce Oui. que lui-même est une pratique, de sorcellerie. Ouais. Ouais. Le fétichisme. Le fétichisme et ça. Et donc, en fait, quand il y a une pratique de sorcellerie, tu dois répondre par une autre pratique de sorcellerie. Ou par D'accord. une autre pratique ou en tout cas, tu dois répondre par une pratique de désenvoûtement et pas juste de dévoilement de la rationnelle. Quoi. Alors là, on va sur un truc important et qui est peut-être l'un des points de vue des éditions Météor, mais même de ceux qui font partie de notre milieu. C'est l'idée de mettre un pas de côté par rapport aux analyses marxistes orthodoxes et d'aller voir un peu ailleurs. C'est ça? C'est ça qui vous a aussi. Bah, c'est aussi que Isabelle et Pignard, dans ce livre-là, ils réactivent en fait d'autres généalogies de pensée aussi. C'est-à-dire que ils viennent chercher non pas la critique du marxisme, mais habiliter le marxisme en reprenant notamment la filiation avec Deleuze et Guattari. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une généalogie qui est indispensable pour comprendre en fait ces ouvrages-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des modalités de pensée qui pensent les agencements, les lignes de fuite, les puissances en devenir. Enfin, la question des devenirs, en fait, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dès le début. C'est penser. Il y a un livre récent d'Isabelle au risque des effets. Une coordination, un livre coordonné collectif, mais donc c'est vraiment ce renversement qui vient. Enfin, moi, c'est ce qui me touche d'ailleurs dans cette pensée-là. C'est-à-dire c'est ce que je disais au début sur la mise en mouvement. Oui, moi, un des premiers livres que j'ai lu, c'est La sorcellerie capitaliste, mais qui est vraiment un livre vraiment important, quoi. Ouais. Parce que Alors là, on disait, il y a les gens de la pub, La sorcellerie capitaliste, c'est le livre à lire. Pour commencer. Parce qu'il est, je pense qu'aussi d'un point de vue activiste, il se lit plus facilement que les livres très théoriques sur l'invention des sciences et tout ça. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une utilité à lire des livres qui vont pouvoir nous aider en fait, à penser là, le moment. On est quand même dans un gros bourbier. Et que en fait, ce livre-là dit plein de choses. Enfin, moi, j'y suis revenue souvent parce qu'il est important sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la notion de capture, en fait. Pourquoi on se fait capturer, en fait, constamment? C'est-à-dire que même quand on se dit d'extrême gauche, on pense réussir à penser une extériorité possible, et en fait, on est rattrapé par des gestes de la modernité. C'est aussi ce que dit beaucoup Latour sur le front de modernisation. C'est-à-dire que, en fait, comment ça se fait que des moments de lutte qui peuvent inventer des objets intéressants se font constamment rattraper par cette ligne par le front de modernisation, quoi. Par le front de modernisation, et deviennent des mots avec des majuscules, ils disent. C'est-à-dire que c'est pareil. En fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette pensée, c'est que ça permet de ne pas vouloir constamment. Enfin, c'est vraiment l'anti-faire table rase. C'est-à-dire qu'on peut saluer des moments critiques où se sont joués des choses. Enfin, critiques, pas des événements, sens, quoi. Des événements. Voilà, donc ça permet aussi de se dire, par exemple. De quoi on hérite à travers la philosophie des Lumières, quoi. Bon, en fait, il y a peut-être des intentions posées à un moment, des moments d'émulation qui font dériver les choses, qui font advenir des formes de pensée qui remettent en cause des schémas sociaux qui sont évidemment de l'ordre pas de la dictature, mais de l'ordre d'un pouvoir, qu'il faudrait remettre en cause. Mais comment ça, constamment dans la modernité, ça devient des mots, et ils le disent, tu vois, le mot
laïcité avec un grand L, Oui. la croyance. Religion. Tu vois, par exemple, la Religion, croyance. ouais. Ça, c'est un thème. Oui, comme si en plus ça avait le vraiment- même sens depuis le début. Mais non, il y a une phrase incroyable de Latour, c'est qu'il dit à mesure qui a été reprise par Alice Morcio dans la postface, qui d'ailleurs sera à Bruxelles, à Paris le 27 Ouais. novembre au Mont-en-L'air. C'est une phrase de Latour qui dit au fur et à mesure que le front de modernisation avance, donc en fait conquiert le monde se peuple de croyants. Parce que Ouais. le croyant, c'est celui qu'on doit encore moderniser. Mm. C'est celui qu'on doit encore éduquer, tu vois. Et c'est un peu, c'est là-dessus aussi que se joue toute la pensée, la charge politique que se joue la pensée de Isabelle Stengers ou Bruno Latour, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est aussi des courants de pensée, que ce soit le décolonial, mais même toute cette philosophie de Stengers, de Latour, qui sont assez méprisés par une partie de la gauche. Ouais, pourquoi Parce que ça va être résumé aux vos trucs de affect, vos trucs de magie. Genre là, si tu dis Ouais. sorcellerie, genre en mode, bon, allez. Ouais. Non, il faut une analyse économique des rapports. Je pense que ça, oui, je pense que c'est des trucs que tu traites quand même pas mal en ce moment et que nous, on a un peu baigné dedans et que, en fait, tu vois, moi, c'est aussi là-dessus que. Donc, moi, je faisais philosophie avec Isabelle Stengers et puis j'ai découvert le livre, j'ai lu le livre de Ouria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, Ouais. et en fait, j'ai tout retrouvé. Grosse claque, Ouais. pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, elle était là en train de dire, mais en fait, c'est pas juste, il y a des trucs qui nous tiennent, qui sont au-delà des rapports juste de production, D'intérêt rapports purement économique. d'intérêt purement économique, d'intérêt purement rationalisé. Il y a d'autres puissances, il y a des choses supérieures. Et en fait, ça, c'est là où, disons que Après, j'ai pas envie de mettre tous les marxistes dedans, parce qu'il y a des très bons Oui, marxistes. oui, ah non, mais ouais, on ça. a des camarades, Ouais, bien sûr. non, mais. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la. Non, mais parce qu'en fait, les gens. Le danger aussi qu'on a dans des discussions, c'est de faire croire que eux représentent le camp marxiste, alors qu'il y a des marxistes Ouais, bien qui sûr. discutent de ça, quoi. C'est pas. Comme dirait. On a reçu Félix, hein. Ouais, mais Félix, justement. Il est en train de. Ouais. C'est plus complexe. Il parlait de Didier Debèze, il parlait d'Isabelle Stengers. Oui. Tu Il veut dire, il a une grosse formation marxiste et il va s'intéresser à bien ça sûr. aussi à côté. Mais quoi. après, comme dit Didier Debèze, comme il le dit dans l'entretien dans nous, je spoil un peu, mais c'est aussi ce qu'on nous a toujours, de là où on vient, en tout cas beaucoup d'entre nous, parce que comme je disais, il y a certains d'entre nous qui viennent de l'ULB, donc de L'Université Bruxelles, libre de Bruxelles. Donc élevé par notamment Isabelle Stengers, mais aussi Thomas Berns, Didier Debèze, etc. Et après, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints, mais qui connaissent bien cette pensée, etc. Il disait, j'ai perdu un peu le fil, mais il se réclame du Marx de l'enquête, du Marx du Louis Oui. du 18 Brumaire. Donc tu vois, en fait, c'est aussi ça, c'est parce qu'il y a un Marx qui a quand même été cherché. Tu vois, le jeune Marx qui parle de la monnaie qui danse, c'est un texte où il dit qu'est-ce qui fait qu'on a été capté par cette histoire d'argent, etc. En fait, c'est un Marx qui va chercher des attachements, qui va chercher ailleurs. Et même le capital, c'est une enquête incroyable. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est retrouver la complexité des choses et pas juste. En fait, si tu veux, ce sont des marxistes ou ce sont des marxiens qui ont hérité de Marx, mais qui l'ont trahi dans son héritage. Trahi au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste resté la leçon, quoi. Ils ont essayé de poursuivre une certaine dynamique. Moi, je pense. Ouais. Et surtout, j'ai l'impression que ce serait presque les vrais matérialistes dans le sens où. Non, mais. c'est pas vrai contre. C'est de Oui, dire. non, mais je c'est-à-dire suis en mode. que, en fait, je vais me ramasser une sauce, mais oui. Ah, c'est pas grave. Tu peux te rapprocher tout petit peu. Moi, Ouais. le micro. Non, mais vers nous. Pardon. Voilà, c'est parfait. En fait, c'est une attention qui va aller chercher dans la matérialité, dans toute sa complexité. Donc, c'est l'enquête sur les modes d'existence de Bruno Latour. Enfin, donc, en fait, ça contredit pas nécessairement des analyses plus structurelles. Oui, ça ne nie pas l'intérêt de ces analyses. Par contre, ça vient les chercher à des endroits. Et si on doit parler du lien, alors peut-être pas de manière comme ça trop abstraite de la pensée décoloniale, mais moi, effectivement, le lien, c'est pas tellement la pensée décoloniale que je maîtrise pas dans son ensemble. C'est par exemple sur la manière dont Ouria Boutelja pense. Voilà. Et que les propositions qu'elle formule peuvent être de l'ordre de cet héritage où on peut avoir des grandes structures en tête, mais elles ne sont pas suffisantes, en fait, parce que sinon, on est de l'ordre de quoi dans la dénonciation, et qu'il y aurait toujours cet effet du dévoilement.
on va leur expliquer, ils vont enfin comprendre, tu vois. C'est ça, ils sont en fait, persuadés de ça. Et c'est là où ça marche pas. Fou. Ça ne Non, marche mais pas. t'as toujours le truc sur le fascisme en mode mais c'est juste qu'on a trompé les gens sur leurs intérêts. Mais exactement. Quand on va lui expliquer à l'ouvrier que c'est ça son vrai intérêt, il va comprendre. Exactement. Mais ce qui rejoint tout le mépris dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est un geste de mépris, de disqualification. Il y a les gens qui savent, il y a les gens qui savent pas, il y a les gens objectifs, il y a les gens qui sont pas objectifs. Il y a les gens à éduquer, à faire progresser, il y a les autres. Et en fait, tu vois, c'est un truc qu'on retrouve dans la pensée de Horia Boutelja. C'est une pensée qu'on retrouve, mais enfin, c'est ce que nous a appris Isabelle Stengers, Bruno Latour, Didier Debèze. Et en fait, c'est primordial. Et c'est vrai qu'on reste dans ce truc de... je sais plus même qui a dit, je me demande, c'est même pas un marxiste qui a dit ça, mais si expliquer les lois du capitalisme suffisait à le détruire, on l'aurait déjà détruit depuis longtemps, tu vois. Oui. Mais surtout, l'exemple que parce qu'en fait, il y a un peu un truc chez les marxistes, certains les peu bas du front, c'est de dire mais il faut l'analyse la plus rigoureuse pour mener la révolution. Et moi, là où je suis en mode, mais les gars, les fachos, ils ont les théories les plus éclatées au sol. Ouais, et ça marche. Ils arrivent à changer le monde de leur Bien manière. sûr. Je veux dire, moi, Bien je sûr. n'y crois. Je veux dire, bien, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'épargner une analyse vraiment bien sûr, pointilleuse bien sûr, des choses. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui Bien va suffire à. Bien sûr. Et après, je suis d'accord avec toi, mais on en parlera peut-être avec Massoumi. Ouais. Mais tu as certaines personnes, notamment lors de manifestations et tout, tu as certains à gauche qui sont en mode il se passe quelque chose là, nous, il faut qu'on y aille avec notre bonne parole et expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Alors que notre approche, c'est de se demander aussi. Il veut dire, moi, je nie pas aussi que peut-être que je vais essayer d'orienter, mais aussi de se demander comment ça peut nous enrichir nous-mêmes, ce mouvement, cet événement. Bien sûr. Est-ce que ça vous dit que on passe par certains livres? Attends, je veux bien juste ajouter un petit truc sur les... Ah non, c'est le tien. D'accord. sur les livres à lire pour rentrer dans la philosophie d'Isabelle, moi, Autant des catastrophes, pour moi, ça a été un livre important aussi. D'accord. Parce que ça parle de la question écologique. Ouais. C'est écrit en 2015, je crois, ou Non, un peu plus tôt encore. Plus tôt, je pense. Pas beaucoup. Non, c'est dans ces eaux-là. Ah, dans ces eaux-là. Non, parce que moi, j'étais déjà... c'est après Katrina à la Nouvelle-Orléans qu'elle l'écrit. Ah ouais. Et, c'était plus tôt. Ouais, oui, et d'ailleurs, pour... là, j'en parle parce que là, par exemple, on vient d'utiliser le mot fascisme, mais elle l'utilise clairement en fait dans ce livre-là. C'est-à-dire que, alors, c'est un moment où on n'en parle pas, enfin, on le nomme pas. Et elle dit, par exemple, ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans au moment du cyclone Katrina, c'est un exemple même du fascisme déjà là. Elle le dit. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est Résister à la barbarie qui vient. Donc, je veux dire, c'est 2013, quand même 2009. des gens qui, par leur pensée, sont en réalité très inquiets du monde tel qu'il va. Et je pense le disent bien avant d'autres en termes de préoccupations majeures. Voilà. Et donc, c'est aussi ça qui est important dans ce qu'ils ont apporté. Le grand truc, c'est aussi de montrer comment est-ce que le sens commun a été détruit et qu'en fait, la destruction de ce sens commun produit du fascisme aussi, quoi. Tu voulais passer par les livres. Oui, on va passer. Alors, je regardais. Les pensées dogmatiques, trop monocausales, monodimensionnelles sont simplistes et donc ne peuvent pas être matérialistes. Et presque Aristote le disait déjà. Les marxistes couteaux suisses. N'hésitez pas s'il y avait des commentaires et tout, mais j'ai déjà vu que tu avais répondu. N'hésitez pas s'il y a des commentaires sens commun qui vous intéressent. Oui, j'allais te proposer qu'on passe. Est-ce qu'il y a une ligne directrice à. Comment vous choisissez, juste avant qu'on fasse ça, comment vous choisissez les livres que vous allez publier? Alors, comme je disais au début, donc, j'ai mis l'impulsion. Donc, les deux premiers, je les ai pas fait seul. On n'est jamais seul quand on fait ce genre de truc, mais disons que j'ai choisi les titres. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai fait l'impulsion. Et puis, au fur et à mesure, par exemple, Brian Massoumi, c'était une idée d'Isabelle Stengers qu'on a fait avec Déborah Brosto, traduit par Thierry Drum, qui est un peu tout dans le même genre d'affaires. Et en fait, maintenant, il y a un comité éditorial et donc chacun amène des propositions et puis on en discute et on voit les livres. Le Sami Manga, c'est une histoire presque drôle. Je ne sais pas s'il est sur le chat parce qu'il te suit souvent. C'est Marc Grillet qui était dans un bar un soir. Il rencontre un auteur, Sami Manga, et en fait, ils boivent des coups et l'auteur lui dit j'ai un manuscrit sur la dent de Lumumba. Et il lui dit j'ai des potes qui sont éditeurs, envoie-lui. Mais sauf que nous, on n'accepte pas les manuscrits comme ça. Tu vois, on va chercher un truc et tout. Okay. Et en plus, des manuscrits, on en reçoit tout le temps et malheureusement, on ne peut pas tout lire. Et là, il vient me voir le lendemain à la librairie. Il me dit oui, je suis désolé, en fait, j'ai fait une gaffe, j'ai dit ça à un gars et tout, machin. Je dis, merde, t'es mis dans la sauce, tu vas devoir lire. Heureusement que c'est un petit. Hein. Non, mais attends, après, du coup, je reçois le manuscrit, je commence à lire. Je dis, mon Dieu, mais c'est une bombe. En plus, pour la Belgique, nanana, c'est super important, il faut qu'on le fasse.
Et donc là, on l'a. On peut en parler de ça. Donc c'est La Dent de Lumumba, Régicide contre la colonie de Samy Manga aux éditions Météor. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien des éditions Météor, parce qu'on va pas pouvoir parler de tous les livres. Le site est pas encore super, mais ça va changer. Et les gens, c'est une claque. Hein. Vraiment, Mais d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ont suivi l'université d'été du QG colonial. Oui, c'est vrai. Et en fait, Samy Manga intervenait à l'ouverture sur le choix des ancêtres avec un extrait de ce livre-là qu'il a performé ce soir-là et c'était très puissant. Ouais. Oui, parce que en plus, vous lisez, vous dites que c'est encore plus puissant en lecture. À l'oral. Et donc, grosso modo, c'est un gars qui s'imagine toutes les tortures qu'il pourrait avoir. Alors, l'histoire est un peu plus compliquée. Non, mais en gros, je la fais courte. Mais c'est puissant. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment lu d'une traite. J'ai fait OK, vas-y. Ça a été aussi préfacé par David Jamar et Véronique Ledgakouba sur la question coloniale Belgique-Congo et aussi sur la de manière... remettre en contexte et tout. Parce que je pense qu'en plus, s'il n'y avait que ce texte-là, je pense que les gens auraient été en mode. Ouais, et puis pourquoi autant de haine? L'intro est très importante. Ouais, l'intro sur parce que ça vient chercher sur les questions de mémoire et de réparation impossible et malgré tout comment on va faire. Enfin, je veux dire, il y a tout cet enjeu-là qui est super important et vraiment, les deux ensemble, c'est voilà, parce que ça s'ancre là du coup dans des enjeux très très concrets en fait de la vie des personnes noires, de comment tout ça perdure et tout ce crime qui ne pourra jamais être absous en fait. Voilà, il y a tout cet enjeu là aussi quoi. En fait, je te raconte l'histoire ou tu voulais dire... Non, vas-y. Ouais. Non, mais juste la remise en contexte qu'il y a dans le livre. C'est ça. Pourquoi il y a une lettre au roi de. Mais en fait, nous en Belgique, on a un racisme assez puissant, mais qui est très atmosphérique. Donc c'est pas le même que chez vous, en France, je veux dire. C'est-à-dire qu'il est, d'une certaine manière, il y a autant de morts policiers presque relativement et tout machin, mais c'est surtout que d'une certaine manière, il est vraiment plus atmosphérique. Il y a un truc... et la question coloniale du Congo a jamais été vraiment réglée. Je dis pas que l'Algérie a été réglée, mais en tout cas, elle est présente dans le débat public, j'ai envie de dire. Oui, mais il faut aussi rappeler aux spectateurs français qui parfois sont très franco-centrés que la principale colonie de la Belgique, c'était le Congo, et que ça a été une dinguerie meurtrière. Il y en a qui disent même que c'est un génocide, tu vois. Oui, c'est des millions et des millions de morts. Et en fait, au moment de l'indépendance du Congo, il y a donc le Lumumba qui fait son discours d'indépendance, etc. Et en fait, il y a un super film aussi qui raconte l'histoire, Soundtracks pour un coup d'État. En gros, avec l'aide des Américains, la Belgique et de l'ONU, la Belgique fait assassiner, ou en tout cas aide à l'assassinat assassiner de Lumumba. Et le chasseur de tête, c'est comme ça qu'on va l'appeler, torture Lumumba dans l'avion. Merci les gens. Je vais enlever ça. Torture Lumumba et puis le tue. Et avant de plonger son corps dans l'acide pour pas qu'on le retrouve, il arrache 2 doigts et 2 dents. Le mec a pas été inquiété de sa vie. Sa fille a joué avec les dents toute sa vie. Il en a même parlé à la télé en 2000, je sais plus combien, là, il y avait pas si longtemps. Il fait un entretien, il dit oui, j'ai eu les dents, moi je les ai jetées, etc. Et en fait, les dents, on découvre plusieurs années plus tard que la dent n'a pas été jetée, qu'elle était encore là. Et donc la Belgique fait tout un cérémonial avec le Congo pour. Et que sa fille la montre, non, la dent, c'est ça en fait. Elle joue avec, elle disait elle-même, je jouais dans la maison quand j'étais gosse avec les dents, quoi. D'accord, la fille de. Elle est comment la fille? Elle est comme son père ou... Je sais pas. Elle est innocente. Elle est innocente, c'est ça. Oui, c'est une pauvre enfant, tu vois. Oui. Qui joue avec les dents de Lumumba. Classique. Et que toi aussi, non, tu faisais ça oui. Bon, et les dents de Koufar. Non, et en fait, du coup, il y a tout un cérémonial avec un discours de réparation. Et en fait, qui est un discours de réparation complètement hypocrite, tout ce que tu veux. Et Samy Manga, l'auteur, quand il découvre ce truc, dit mais c'est quoi ces dingueries? C'est quoi ces dingueries? D'où on ramène une dent et c'est quoi ce truc de discours de réparation? Et il se renseigne et tout, et en fait, ça le rend, ça enrage, et il se met à écrire un texte, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il prend par la main le roi actuel, qui est le fils du roi de l'époque, du roi Léopold, mais après le roi Baudouin, au moment de l'assassinat de Lumumba, et puis après le roi Philippe pour la restitution, il le prend par la main, et en fait, si tu veux, de site en site de massacre colonial, il lui fait vivre à son tour la violence coloniale. Mais donc, c'est un livre, moi, il y a beaucoup de présentations, les gens, ils pleuraient à la fin, tu vois, mais de plein de choses, quoi.
Et donc c'est un livre assez puissant là-dessus. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il le torture, mais en fait, il ressasse tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Je t'aurais fait ça, je t'aurais fait ça, nanana. Et en fait, c'est tout ce qui s'est passé avec des lieux, avec des cérémonies kivu, avec des cérémonies, etc. Mais à la fin, il y a quand même ce moment où, enfin, vous le lirez, mais justement, c'est je t'aurais fait, enfin, tu vois. Donc il y a un truc où c'est que ce serait quoi la réparation à ce moment-là? Ouais. Donc ça, c'est la dent de Lumumba, le régicide contre la colonie. Et d'ailleurs, pour compléter par rapport à nos discussions antérieures, l'introduction de Véronique et David est vraiment une alliance entre la pensée décoloniale et la philosophie pragmatique. Parce que David, notamment, est membre du GECO. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça se sent aussi dans la capacité de lecture en fait, d'un événement. Voilà, ça ramène plein de monde en même temps, en fait. Après, j'ai l'impression, mais ça, c'est plus un truc que les militants en Belgique, vous entendez mieux que les militants en France, et que donc il y a plus de trucs d'échanges, Moi, je suis ami avec plein de marxistes. Ouais. Mais moi aussi. Non, mais même. Je suis même ami avec des apélos. T'imagines? Ah non, mais ça, c'est trop bizarre. On va passer à un livre suivant. Et on va parler aussi d'un article qui vient de sortir. Celui-ci. Je ne l'ai pas révisé. Clarification. On connaît un petit peu. Clarification de Ouria Boutelja et de Alain Brossat. Et en gros... Avec un entretien mené par Marianne Van Leuk-Lopevich. J'aurais pas su dire son nom. Voilà, donc, d'ailleurs, je la salue, Marianne. J'espère qu'elle va bien. Je pense qu'elle est là. Je dîne avec elle demain soir. Et tu lui présenteras mes excuses parce que j'ai pas répondu à des messages et j'ai été inondé. Et j'ai oublié. Elle t'écoute, je pense. Et il y a un moment donné, tu sais, tu as oublié depuis 3 semaines. Tu es en mode, j'abandonne, quoi. Alors que c'est une ultra fan de toi. Oui, je sais. C'est pour ça que je me sens trop coupable. Désolé, Marianne. Je réponds très vite. Et donc ça, c'est une discussion avec les questions posées par Marianne entre Ouria Boutelja et Alain Brossat. Moi, j'étais trop content parce que j'aimais beaucoup... Bon, Ouria Boutelja, il n'y a pas besoin de le dire, quoi. Mais Alain Brossat, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Les gens, il a écrit des articles incroyables. Celui sur Samuel Paty. Ouais. Il est fou. Ouais. Mais après, il y a que Alain Brossat. Merci pour les dons. N'hésitez pas à soutenir le stream, les gens, ça fait plaisir. Mais il y a que Alain Brossat qui n'habite pas en France qui pouvait écrire cet article. Je vous invite à aller voir. J'en dis pas plus. Je vous invite à aller voir. Et là, il y a une discussion entre les deux, et c'est bien parce que moi, pourquoi ça a été vraiment un soulagement ce livre, c'est que je me dis putain, enfin quelqu'un, Alain Brossat, qui fait partie de la gauche. Grand philosophe, qui fait partie de cette gauche, qui est une figure respectable. Qui était très conséquent sur l'anti-impérialisme. Ah oui, mais oui, sur l'anti-impérialisme. Et qui arrive à être en désaccord avec Ouria sur beaucoup de points, tout en la considérant, enfin, comme une interlocutrice respectable avec qui on peut débattre. Et ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce livre? Moi, sur ce livre, je suis plutôt du camp de Ouria, quoi. Mais il faut... Je pense qu'il faut... Moi, j'avais déjà pris position dans cette émission. Il y a une émission... mais c'est super intéressant, la discussion est super intéressante. Donc, je vais laisser Renaud Célib prendre le parti neutre de l'éditeur. Il y a une émission très intéressante qui avait lieu sur le QG décolonial avec Pierre-Aurélien Delabbe, Olivier Marbeuf et Mirabel. Et effectivement, on tient à le dire, ça allait plutôt... Les intervenants étaient plutôt dans le sens de Ouria Boutelja. Il y avait peut-être un manque d'équilibre sur ce sujet-là, sur cette émission-là. C'est possible, mais c'est pas grave, c'est une émission c'est une émission très intéressante quand même. Après, moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Marianne quand même qui est arrivée avec cette idée. Et c'est vrai que moi, au début, pour moi aussi, Alain Brossat, incroyable courage, acuité politique, philosophique sur plein de points. Ouais. Mais c'est vrai que, comme on vient de le dire, ce n'est pas ma tradition philosophique et c'est pas la personne avec qui j'aurais pensé en premier ce dialogue et tout ça. Et Marianne m'a convaincu au fur et à mesure. Et en fait, alors oui, peut-être qu'on peut pencher un peu plus du côté de Ouria ou pas. Voilà, moi aussi, j'ai mes affinités, même un éditeur neutre a ses affinités. Mais je dois dire que dans la manière dont s'est déroulé l'entretien, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'attaquent vraiment, mais les deux restent diplomatiques au sens de la guerre, presque, au sens important de... En fait, la diplomatie, c'est quoi? C'est la possibilité de la guerre, mais ils se clashent, mais c'est honnête.
Oui. Et en fait, ça, je trouve. Mais tu sens qu'il y a du respect entre les deux. Il y a du vrai respect. Pour moi, c'est un antagonisme au sein du même camp, du même côté de la barricade, mais qui affiche quand même les antagonismes. Qui affiche des vrais antagonistes. Après, avec Alain Brossat. Et c'est OK. Tout à fait. Après, Alain Brossat, dans les années 80, 70, en mode anti-impérialiste, je crois qu'il a fait des trucs qu'on a... pour moi, il y a du respect à avoir pour Alain Brossat, malgré tout. Non, en plus, moi, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que ça permet à chacun, parfois même pour Ouria, de clarifier certaines positions, parce qu'il a aussi des clarifications, parce qu'il a aussi des critiques qui sont en fait des critiques de la gauche, même de l'extrême gauche par rapport à certains sujets, et ça permet d'avoir un débat entre les deux, et après chacun peut choisir ce qu'il préfère. Après, moi, en fait, c'est juste sur Brossat, il y a des choses que je ne comprends pas. En fait, je ne vois pas ce que ça représente, par exemple, quand il parle de faire désertion, tu vois, il y a des choses sur... Techniquement, matériellement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est deux problèmes, je pense. Enfin, deux problèmes. Pas pour lui, pas pour la pensée en général, mais en tout cas, c'est deux problèmes. C'est des problèmes auxquels on doit s'adresser. On voit bien aujourd'hui que dans le monde politique, est-ce qu'on peut trouver un dehors, nanana. Il y a des volontés de désertion. Mais effectivement, une désertion, ça veut dire laisser qui de côté, ça veut dire faire quoi ? Et là, je pense que c'est là où il y a un vrai antagonisme avec Ouria, avec les pensées dont on parle. C'est que les pensées dont on parle, elles viennent s'affronter au concret, au terrain, d'une certaine manière. Et que voilà, c'est des partis pris différents après. Que même l'idée de désertion même, elle est compliquée en réalité. On déserte quoi, pour faire quoi, avec qui Et dans la désertion, qu'est-ce qu'on reconduit comme geste ? Moi, c'est une vraie question. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de reconduire des gestes coloniaux dans des formes de désertion. On n'est pas à l'abri de donc. Bien sûr. Et moi, il y a toujours la question de moi je déserte, mais genre mes proches, mais mon environnement, mais il y a ce truc de désertion. Après, en fait, il a pour lui rendre quand même crédit, je pense qu'il a j'en suis sûr, il a une pensée de la désertion qui est quand même plus collective et qui est aussi désertion depuis l'intérieur, qui est l'idée d'une grève générale, mais qui peuvent paraître, en tout cas quand il parle à Ouria. Il y a un peu l'idée de refuser de jouer leur jeu, quoi. C'est un peu ça le truc. C'est un peu le grand refus. Oui, il y a ça, mais surtout, on voit pas bien par où ça ferait prise, quoi. Non. Tu vois, c'est là où... parce que j'entends, alors lui d'ailleurs dans ce livre-là, ça porte beaucoup sur l'idée de ne pas participer au système politique. Oui, voilà. Mais qui, c'est un truc qu'on retrouve partout. Oui, c'est ça. Les gens s'intéressent sur la stratégie par rapport aux élections, et notamment avec l'idée des mains sales, lui qui a une autre proposition. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on m'a dit à un moment, oui, mais pourquoi Alain Brossat ? Et en fait, je te dis, mais en fait, les pensées qu'il a de la désertion et de ne pas participer au jeu électoral ou ce qu'on veut au parlementarisme, alors qu'en fait, encore une fois, le QG est très clair là-dessus, Ouria est très clair là-dessus, etc. C'est des critiques qu'on peut avoir des vieux, des plus anciens marxistes, des révolutionnaires purs et durs, etc. Mais qu'on a aussi du côté des appellos, des totos, des machins, tu vois. Il n'y a pas que Brossat qui a cette ligne-là. Pour moi, ça représente une certaine... C'est ce que je disais, les contradictions qu'apportait Brossat, ce ne sont pas celles seulement de Brossat, ça représente aussi une partie du champ politique. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, dans cet entretien, c'est que souvent, à ces questions-là, quand on lui dit oui, mais Ouria, ça botte en touche. Ah oui, non, mais Mélenchon, nanana. Et là, en fait, il y a des pages et des pages où ils se confrontent sur cette idée-là, et au moins, la discussion et le dialogue, il est fait, quoi. Il est fait. Et après, le reste. Non, mais allez voir, c'est super intéressant sur les échanges et tout. Et sur Ouria aussi. Donc, je rappelle, clarification, Ouria Boutedja et Alain Brossat. C'est parmi les premiers que vous avez édité ou pas ? Non, ça c'est un des derniers, même. Ah ouais, d'accord. On n'a pas beaucoup, on a 8 titres. 8 titres, mais là, c'était en mai dernier. D'accord. Et là, c'était avec mon frère et Mona aussi qui nous accompagnait. Mais peut-être que je vais refaire une émission sur ça avec quelqu'un pour défendre un peu plus... Cédric ? Ouais, peut-être, ouais. Okay, pour cool, défendre un peu plus Brossat. Et il y a aussi, juste pour faire une petite parenthèse aussi sur Ouria, il y a l'article qui est sorti hier. Ouais. Alors, pour remettre en contexte, il y a eu l'intervention de Ouria pendant la Pride, pendant l'université des coloniales. On a parlé de genre, d'impérialisme sexuel, etc. Elle a fait une intervention. Elle a ensuite répondu à des questions où elle a critiqué la Pride. Elle a fait une intervention sur ça. Enfin, dans les questions, elle a répondu à une question sur la Pride. Ça a été sur Twitter. Ça a fait un scandale extraordinaire. Les gens ont oublié un peu tout le reste, quoi. Ils se sont concentrés sur ça. Il y a eu Luc Bert qui a fait une réponse. Je ne sais plus c'était quoi le titre, mais qui était publié à contre-temps. Oui, le flou et le net. Ah oui, une réponse, non, une lettre. Une lettre, une adresse. Après, moi, je suis aussi... Elle avait un ton que je trouvais un petit peu méprisant.
Mais ouais, je dis un petit peu parce que j'ai l'impression qu'elle s'est même pas rendue compte du mépris qu'il y avait un peu dans la lettre qu'elle lui avait adressée. Mais il y avait un style, on va dire. voilà, il y avait un style, mais il y avait... Alors, voilà, il y avait un style de... Bon, je vais un peu t'apprendre la vie, mais là où j'ai un petit peu un bon soupçon, c'est que j'avais quand même l'impression qu'elle le considérait, par rapport à d'autres, quand même comme une camarade. Oui, mais bien juste sûr. une camarade, Bah à oui. dire... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va en discuter. Non, mais une camarade peut-être pas au même niveau. Peut-être une camarade où il faut quand même que tu fasses des efforts pour qu'on soit vraiment... C'est ça qui est Est-ce aussi que c'est ça intéressant. un camarade du coup? Oui, je suis d'accord. Et il y a eu la réponse publiée par Contretemps, qui a été publiée hier, de Ouria Boutelja. Donc je voulais votre avis, pas seulement sur la réponse, mais sur tout ça, sur cet épisode. Mirabel. Alors toi, t'es quand Ouria? Oui, mais Moi au-delà de aussi, ça. hein. Ah oui, non mais là on est quand Ouria, quoi. enfin, Non mais pour préciser que... Oui, mais pas en mode. Enfin, tu vois, c'est pas être fan pour être fan. Non. En fait, ça n'a pas bien d'intérêt. sûr, non mais sur le... Mais en fait, moi, c'est presque déjà sur la forme. Je pense que cet échange qui a eu lieu, cette lettre de Sandra Lucbert et la réponse de Ouria, en dit long par rapport aux discussions qu'on a eues là, au début de notre discussion, sur des questions de nature de positionnement. Et en fait, là, je vais citer une phrase qu'affectionne beaucoup Isabelle Stengers, qui est une référence, la phrase de Deleuze, c'est que la différence entre la gauche et la droite, c'est pas tant une différence de je sais pas comment on dit, de position, ou de moralité, De contenu. Quoi. de contenu, c'est une différence de nature. Et Deleuze précise en disant la différence, c'est que la gauche a besoin vitalement, urgemment que les gens pensent. Et donc en fait, toute la question, ça va être la production d'une pensée active, vitale. Enfin voilà. Et en fait, de là découle aussi toute cette distinction philosophique entre des philosophies qui poseraient des formes de verticalité, avec la question du juge permanente. Ouais. Et Lucbert est vraiment symptomatique dans sa réponse de cette position de verticalité du juge, de la donneuse de leçons, de l'instituteur, quoi. Merci. Je peux te faire une parenthèse sur ça. Je pense qu'il faut être un militant dans l'antiracisme. Déjà, être un noir ou un arabe et un militant dans l'antiracisme ou dans le décolonial pour voir à quel point cette position à gauche, elle est prégnante. Terrible. Elle est le nombre de fois. Je pense même parfois, ils s'en rendent même pas compte que c'est vraiment, tu vas vers eux et c'est eux qui vont te jauger. Tu sais, ça marche jamais dans le sens inverse. Tu dois toujours leur prouver que c'est bon, tu es valide selon leurs critères à eux. Et c'est pour ça que j'ai tiqué aussi sur le mot de camarade. Parce que en fait, je pense aussi que, déjà, j'ai l'impression que dans ce texte-là, il y a un moment, vu ce qu'elle compte dire au final, de quand même de venir faire la leçon sur un certain nombre de points, c'est que finalement, elle n'est pas dans déjà essayer de juste écouter et comprendre réellement ce que dit Ouria à ce moment-là, qui est plus large que cet extrait vidéo. Évidemment, il y a un texte complet. Alors, elle revient du coup sur ce texte complet Lucbert, mais elle passe à côté du sens, a priori. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir sur cette différence de nature fondamentale, on a une exemplification de ça. Et en fait, la réponse de Ouria est cette mise en mouvement de la pensée. C'est-à-dire, OK, elle prend les critiques au sérieux. Et d'ailleurs, c'est un peu le même schéma que dans Clarification avec Brossard. C'est qu'elle en fait des objets de pensée qui elle-même, elle accepte de pousser plus loin, d'aller préciser les choses. Et donc, c'est pas précisé pour aboutir à une position stable, c'est pour en faire des objets encore plus intéressants. C'est-à-dire que plus on y met de complexité, plus on va avoir de prise en fait sur le réel. Enfin, moi, au-delà des déclarations de principe, moi, il y a ça qui m'impressionne, c'est au-delà des déclarations de principe de aller révolution et tout, concrètement, comment ça se passe avec la matière telle qu'elle existe en tant que telle. Bien sûr, mais c'est pour ça que, par exemple, on nous a déjà dit vos textes sont pas révolutionnaires. On a eu ça pour Louisa Yousfi. Oui, bien sûr. Tu as vu, elle n'appelle pas la révolution. Non. Mais bon, en fait, si on doit juste s'en tenir à des déclarations de principe, alors vive la révolution, vive ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, c'est aussi un petit peu ce que va faire Sandra Lucbert, mais de manière différente, c'est quand elle va mobiliser des figures tout à fait respectables, mais pour la gauche, c'est-à-dire autant Stonewall, autant machin, ce que dit Ouria. En fait, il y a une espèce de pseudo-capture du débat. De fétichisation aussi. J'ai mis mes bazars, boum, c'est inerte, c'est plus actif, c'est bon.
En fait, non, et c'est là où je trouve que hier je lisais Ouria le texte d'Ouria avec Quentin Dubois qui nous suit là aussi. Et d'ailleurs, tu as écrit, j'ai oublié de le dire, mais dans le numéro 5 de la revue Trou Noir, tu as écrit et il y a un aussi article. Déborah Brosto qui fait partie de Météor qui a écrit dedans. Qui a écrit sur Pulsion fasciste. Pulsion fasciste, ouais. Et en fait, on se disait, mais c'est fou comme en fait à chaque fois elle vient activer un truc et elle vient. Tu vois, il y avait eu un texte aussi fabuleux de Ouria où elle parlait des nœuds. Oui. Tu vois, et en fait, c'est ça fait partie d'un des nœuds. C'était après le 7 octobre, les 5 nœuds, là, c'était ça. C'était un texte incroyable. Toute la pensée de Stenger, c'est aussi la pensée des enchevêtrements, quoi, des nœuds. Là, il y a des nœuds, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas juste couper le nœud avec une épée gordienne, un truc machin. En fait, et quoi que ça se règle magiquement en disant qu'il faut le. Non, il faut aller choper le sable. Tu sais, t'as des phrases comme ça. On dirait qu'il suffirait de prononcer ces phrases. Genre, il faut l'intersectionnalité des luttes, il faut tout faire lutter partout au même moment, au même sens, au même niveau. Ok, dans l'idéal, concrètement. Concrètement, bah, en fait, oui. Et je regarde un peu des questions, mais l'article est quand même assez. Je sais pas la réaction de. Moi, elle m'a dit celle qui a commencé. Je me demande si Sandra Lucbert. Moi, j'ai un énorme respect quand même aux travaux de Sandra Lucbert. Bien sûr, en fait, ce qui est aussi intéressant les gens, c'est de ne pas considérer que. Moi, il y a parfois une tendance à trop antagoniser. Bien sûr. Se dire que là, sur ce sujet, je trouve que l'article était. C'est vrai que en fait, j'ai l'impression que l'article était très facile à faire. Genre, tout le monde attendait que quelqu'un dise ah, mais quand même, il y a une position de dire nous, on a fait des pas, pourquoi vous en faites pas ? Ah, mais c'est terrible. Je suis là. C'est terrible. Waouh. Attends, l'islamophobie a été réglée dans la gauche française. Oui, non, mais je rappelle que derrière moi, incroyable. Il y a même pas 2 mois, on s'est fait critiquer parce qu'on a invité un imam à l'université d'été, quoi, à gauche. Donc, et en fait, tu vois, pour moi, il y a presque un truc entre l'idéalisme de il faut la libération LGBT et donc la tactique, c'est la libération LGBT et Ouria, quand même, ok. Mais comment ça se passe avec les gens tels qu'ils sont ? Quelles sont les conséquences de telle action ? Quelles sont et aussi de poser la question sur l'impact de la Pride des banlieues, que je pense personne ne veut trop poser cette question. Moi, je connais moins en tant que bruxellois, on a moins ces questions-là. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes catégories, donc là, je me prononcerai pas. Mais en tout cas, je trouve que les critiques, le texte d'Ouria est assez magistral. Ouais. C'est-à-dire Ouria a cette faculté à toujours ouvrir de nouvelles questions, quoi. C'est ça qui est important. C'est ça la différence avec le texte de Lucbert, c'est que t'as l'impression, tu lis Lucbert et t'as l'impression que tu dois dire oui ou non. C'est quoi. bon, on aurait réglé la question de, les luttes LGBTQ. Elles auraient trouvé leur lieu de vérité et c'est comme ça que ça devrait se concrétiser. Mais déjà, les choses ne trouvent leur lieu de vérité que dans un contexte donné, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans le cadre du capitalisme, qui est là pour structurer de la France héritière de la colonisation. Enfin, voilà. Donc, c'est cet effet de fermeture des questions que moi je trouve inquiétante en fait en réalité. C'est-à-dire que tu n'imagines même pas que en réalité, sous les effets de des transformations qu'on essaye d'impulser, les choses pourraient peut-être se résoudre d'une manière complètement inattendue. Ouais. Tu vois ? Je veux dire, c'est ça qu'on ne laisse pas ouvert dans ce genre de position. Ouais. C'est-à-dire, c'est croire qu'on a essayé, on a trouvé des certitudes. Pour nous, ça doit être comme ça pour vous. Il du progrès, encore une fois. C'est comme ça que l'histoire marche, qui a marché pour nous. Et du coup, moi, j'ai un peu cette image de ces formes de pensée politique qui voudraient absolument trouver le sol stable, alors qu'en fait, la question, c'est de créer un sol vivant. Ouais. Là, quand on dit ça, on voit tout de suite les différences de position qui commencent à s'activer. Mais il y a aussi, pour moi, je trouve que parfois, elle pose des questions. Et dans le décolonial, on pose des questions qui font du mal à la gauche, mais après, ça met du temps à être imposé. Tu vois. Moi, il faut voir aussi le positif, c'est que les sauces qu'on a aujourd'hui sur ces sujets-là, on l'avait il y a 10 ans, et même 15 ans, sur l'homonationalisme, sur le fémonationalisme, où les gens avaient pareil, une même incompréhension des choses, et à force de se battre et tout, ça devient un peu plus... presque, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde s'est validé le truc de l'homonationalisme, alors qu'il y a 10 ans, je me rappelle que quand tu parlais de la récupération... comment les questions LGBT peuvent être récupérées par des fins racistes, ça avait provoqué du remous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas se poser ces questions-là. C'est comment ça se fait qu'une Pride où ces gens-là peuvent faire des manifs dans les quartiers alors que d'autres combats, que les musulmans ne peuvent pas s'organiser. J'ai l'impression que ça pose des questions sur des angles morts de la gauche qu'elle ne veut pas affronter.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'article de Ouria, sur le livre? Mais il faut lire les deux. Il faut lire les deux. Il faut lire le livre, il faut lire Ouria. Faut dire ouais. Ouais, Non, tout et simplement. que, effectivement, parce que tu Faut lire disais. Faut lire les éditions Météor, mais attends, on n'a pas fini. Hein. Alors moi, sur les textes politiques, tout ça de Luc Bert, je sais pas, voilà, mais j'ai lu Moi, je ces connais deux pas assez essais Luc Bert. littéraires. Alors, j'ai plus les Attends, on va titres. se reculer. France- Est-ce que tu peux te Pardon. rapprocher un peu plus France vers nous? Télécom et ministère Voilà, des Comptes Publics. parfait, comme ça. Ouais, que moi j'ai trouvé assez intéressant et d'ailleurs plus fin que ce type de position. Oui, C'est-à-dire oui. que vraiment, elle rentre dans un dispositif. Moi, je les ai bien aimés en fait ces écrits littéraires. Ouais, mais- Hmm. Encore une fois, les gens ils croient que parce que tu fais des critiques ou parce que t'es en désaccord, c'est une fin de non-recevoir. Oui, et en oui, fait, ça veut dire bon. que tout est à jeter dans Tout- le oui, travail non, d'une non, personne. non, Mais c'est pour ça que je dis que il faut distinguer l'article de, Oui, oui. de Sandra Lucbert sur cette question-là de tout, de tout son travail. Et moi, je ne vais pas donner un jugement parce que je n'ai pas encore lu Sandra Lucbert. Donc voilà. Il y avait quelqu'un qui demandait des philosophes à lire dans la philosophie pragmatique. Bah, William James. Ça a été cité. Whitehead, c'est ouais, mais ça. c'est compliqué. Alors, il y a il y a un très bon petit livre de Didier Debès qui s'appelle L'Appât des possibles, qui fait un peu, qui est une lecture de Whitehead. Il y a le livre d'Isabelle Stenger sur Whitehead, qui s'appelle pas le gros, mais le dernier, c'est la découverte du sens commun, quelque chose sur le sens commun. J'ai oublié maintenant le. Réactiver le sens Réactiver commun. le sens commun, merci. Après, il y a un très bon livre qui est sorti, un livre collectif avec beaucoup de Bruxellois qui sont proches de D'accord. nous. Bénédicte Zitouni, David Jamar, David. Celui-là Ouais, celui-là. C'est génial. Ça y est, voilà. C'est des super articles. C'est les liens qui. Ouais, je Aurélien connais. Kilibert, au risque des effets, une lutte à main armée contre la raison. Donc le sous-titre dit déjà tout. Et là, c'est une collection d'articles, dont un article de David Jamar sur les questions décoloniales, mais aussi qui introduit vraiment au pragmatisme. Ouais. Et Et surtout d'accord. à partir de la pensée de. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu rentres dans la pensée de William James Bien sûr. de manière. Et là, le texte d'introduction là de Didier Debès et Isabelle Stenger sur la peur d'être dupe Voilà. est remarquable pour comprendre la psyché de la modernité. Quoi. Ouais, ouais, D'accord. c'est vraiment. Ouais, ouais. D'accord, C'est d'accord. vraiment. Et il y a un c'est texte de Bénédicte super. Zitouni sur la question de la religion et de la croyance, justement, à la fin. Ouais, qui est super aussi. Qui est ouais. super aussi. Donc, ouais, voilà. D'accord. Je pense que c'est Raoul qui a donné les premiers. Ouais, Ouais. c'est ça. Raoul qui fait la chaîne YouTube Oui, il faut faire de la pub de pour Météor. la Ouais, chaîne, je suis désolé, ouais, il fallait ouais. faire un peu de pub. Il fait des entretiens avec, C'est ça. avec des auteurs. Je crois qu'il y a eu Framont. Ramon, il y a eu Norman. Oriane, Norman, Déborah Brosto, Michael Tempête, non? Michael Tempête, Michael Tempête, Hélène Gianecchini, Fatal, Gorge Fatal Bataille. Week aux éditions Trou Noir. Ouais. On va continuer avec un livre que j'ai adoré. Ah, bien, tu m'avais pas donné encore de... Oui. Ah ouais, de Mais retour. je te l'ai déjà dit. Ah, mais je non, me mais dis, t'es ouais, malade. j'oublie. Mais non, mais j'en ai déjà lu. C'est celui-ci. Je ne serai plus psychiatre. Je suis content. Gérard Hoff. Mais parce que ça fait partie des débats du moment. Hein. Ouais. Je ne vise personne. Je ne serai plus psychiatre. Mais en fait, moi, je me suis un peu plus intéressé à ces sujets-là, notamment quand ils ont commencé à attaquer Fanon et tout. Mais même avant, je commençais à m'intéresser à ça. Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a aussi des introductions et tout. Et ça, je pense que les gens ne connaissent pas, mais il y a un héritage historique dans les années 70 sur l'antipsychiatrie où, pour la gauche, pour l'extrême gauche, être flic, être psychiatre, c'était aussi grave qu'être flic. Bien sûr. C'est ça. Fliquiatre. Flichiatre, oui, voilà. Donc, il y a déjà, donc c'est un peu une. Je vais te laisser présenter plus en détail, mais il y a une introduction sur toute l'antipsychiatrie et même des gens qui vont plus loin que l'antipsychiatrie, parce que lui, il est plus loin que. Bah oui, lui, c'est un mouvement révolutionnaire de patients même, qui s'est allié au SPK, qui était un mouvement de patients armés révolutionnaires en Allemagne. Donc oui, c'est Guattari disait que c'était l'équivalent de la commune pour la psychiatrie. Ouais. Et le SPK ou le SPK. Le SPK. Mais bon, lui était très proche, quoi. Ouais. Donc voilà. Et lui, il raconte en fait son parcours de psychiatre et comment il a arrêté d'être psychiatre. Ouais. Comment en fait il a. En fait, bon, il y a toute une histoire. Ça a été le compagnon de Françoise Daubonne. Ils ont fait péter Fessenheim ensemble. En ce moment, il y a un livre parce qu'il y a des trucs écolos aussi. Et tout ça. Mais lui, en gros, il commence la psychiatrie, il y croit. Et en fait, tout le livre est un espèce de parcours de désertion et de désenchantement de la psychiatrie. Et ça s'arrête au moment où il rejoint l'Internationale des Fous Furieux, donc qu'ils font entre l'Allemagne, Heidelberg avec la SPK, Bruxelles et la France, à Lyon, là. Et en fait, le deuxième tome devait raconter l'émeute et l'insurrection qui s'est organisée dans le Vinatier à Lyon.
D'accord. Et donc ça finit là-dessus. Mais malheureusement, il n'aura jamais le temps d'écrire le deuxième livre. Mais donc oui, c'est vraiment le moment. En fait, c'est le moment où d'un côté, tu as la psychanalyse qui apparaît comme un peu la manière d'humaniser, si tu veux, la psychiatrie et la médecine qui pratique encore l'enfermement, mais qui en fait veut rejoindre un peu la cité, quoi, qui veut devenir un peu plus sociale. Ouais. Et en fait, nous, on apprend toujours ce double moment. Il y a des trucs très intéressants. Même Guattari fait partie de ce double moment. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu un vrai mouvement des groupes révolutionnaires qui disaient de la maladie, on va faire une arme quand on va renverser le capital à partir de la question de la psychiatrie de la maladie, mais en tant que patient. Avec l'idée qu'on est tous malades du capitalisme. Oui, que c'est le point limite qui peut être réintégré, mais que c'est aussi l'endroit où c'est le SPK qui disait ne va pas chez le médecin pour tes cailloux rénaux, lance-les contre la direction du capital, quoi, tu vois. C'est un style. C'est un style un peu, oui, c'est ça. Mais alors, lui, on le met. Gérard Hoff ne fait pas vraiment partie de l'antipsychiatrie, c'est ça. En fait, si on peut présenter rapidement l'antipsychiatrie, c'est contre. Est-ce que c'est contre la psychiatrie en elle-même ou contre seulement l'asile psychiatrique? Non, l'antipsychiatrie, c'est contre la psychiatrie en elle-même. Il y a souvent il y a des psychiatres qui sont antipsychiatriques, mais là, le truc, c'est que c'est souvent, on a une antipsychiatrie qui est faite depuis, malgré tout, le haut. Depuis les docteurs, les théoriciens, les philosophes, etc. Là, c'est vraiment une antipsychiatrie de groupe, de patients, quoi. En fait, eux, ils disaient, on va faire des assemblées générales autour de la maladie, et en fait, si tu veux, pour eux, le processus politique est le processus thérapeutique lui-même. D'accord. Et donc là, c'est le moment où en fait la médecine arrête. Enfin, eux, leur but, c'est d'arrêter d'isoler les patients, encore une fois. Qui font partie aussi. Mais il y a eu des expériences comme ça. Du coup, c'est tout le champ de la psychothérapie institutionnelle. Voilà, c'est ça aussi la différence avec la psychothérapie institutionnelle. Mais qui utilisent quand même des formes similaires. Parce qu'il va se passer à la Borde et tout ça, il y a des modes de pensée où les patients participent. Oui, mais sauf qu'eux, ils avaient vraiment un truc de limite anti-institutionnel. Ok. Groupe auto-organisé révolutionnaire en dehors des institutions. De patients, et il y en a qui ont rejoint la RAF, qui étaient proches de la RAF à un moment. La RAF, c'est un peu l'action directe d'Allemagne. C'est l'action directe d'Allemagne, ouais, ça. Ils ont été plus. Donc c'est un peu, c'est un peu une espèce de troisième voie, mais qui a jamais vraiment existé parce qu'en fait Heidelberg, le SPK, ils se sont fait ramasser la police directe, lui aussi, tout ça. Et c'est quoi donc eux, ils étaient plus radicaux que les antipsychiatres, c'est ça? Pour eux, il fallait en finir avec la psychiatrie, pas seulement les asiles et la psychiatrie. Et c'était quoi le rapport avec la psychanalyse pour eux? C'était aussi, ils mettaient dans le même genre, dans le même truc? Alors, justement, c'est qui est un peu compliqué, mais la psychanalyse arrive tout juste à ce moment-là où elle commence vraiment à monter et tout ça, et à s'intéresser à ces questions-là. Donc, eux, ils vont un petit peu s'inspirer de Reich. Ils s'inspirent même de Fanon, mais elle n'est pas tellement débattue ou prise en considération dans ce livre-là, en tout cas. Et le SPK, dans mes souvenirs, n'a pas beaucoup... Parce qu'en fait, déjà, la psychanalyse gardait quand même la question du cabinet et la question du 1-1. Et eux, l'idée de l'isolement du patient-médecin était déjà à abolir, quoi. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression comment t'expliques que les combats sur l'antipsychiatrie, que tu lis ça, tu te dis, mais attends, j'ai l'impression que tout le monde était anti... C'est vraiment le sujet du moment. Et comme tu dis, il y avait le flic-4, l'idée que c'était le même... Et même, on les comparait à des nazis. Il y avait vraiment l'idée qu'en fait, on ne tue plus. Parce que, voilà, pour dire la radicalité des idées qui sont dedans, c'est en gros, les asiles et tout, ça sert à tuer. Vu qu'on ne peut plus tuer directement les gens, les improductifs, on va les tuer petit à petit. Une élimination de ces improductifs. Comment ça se fait que ça a disparu, cette critique? Parce que malgré tout, heureusement, il y a eu la psychothérapie institutionnelle qui a ouvert le champ, qui a ouvert les asiles. Les asiles sont ouverts après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a eu plein de réformisme au sens positif du terme, on va dire. Oui, pour toi, c'est comme des avancées, la psychothérapie institutionnelle. Non, encore une fois, je ne vais pas utiliser le mot avancé, alors qu'on vient voilà. Mais après, je crois que ce qui dérange, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, même dans la psychothérapie institutionnelle, même à la Borde aujourd'hui et tout ça, en fait, la question du docteur est toujours présente, notamment à cause des nouvelles réformes, etc. Alors que là, en fait, on était vraiment sur des groupes de patients. Il y avait eu un film à un moment sur un centre, un peu psychothérapie institutionnelle, je crois que c'était à Paris, sur une péniche. Ah ouais. Donc, c'est un truc comme ça. C'est un centre qui a l'air assez intéressant. Et en fait, à un moment, c'est fou parce que le documentaire garde une image et à la fin, tu as une patiente, une personne du centre qui demande de pouvoir commencer à faire ses propres ateliers de danse.
Et là, les soignants qui sont censés être à même niveau disaient en fait non, c'est un peu compliqué, tu vois. Et en fait, D'accord. il y a aussi ce truc où il n'y a jamais eu de vrai mouvement de patients. Là, il y a eu une Mad Pride récemment à Ah Paris. oui, il y a quelqu'un qui avait parlé de Mad Pride. Et une Mad c'est Pride ça, récemment c'est à Paris. Ouais, la donc tu vois, là, Pride, ça rebouge. ça remonte, d'accord. Tout à fait, ouais. Parce Il y a que eu c'est aussi les débats du moment en ce moment, Ah ouais, je savais pas. en ce moment, mais notamment sur Twitter et tout. Ah ouais. Oui, mais parce que parmi les acteurs de l'influenceur de gauche, il y a des gens qui sont médecins et Ah oui, psychiatres, bien et donc sûr. forcément, ça va agiter des trucs sur Ah l'idée oui, de oui, oui. consentement, sur l'idée de Bien sûr. est-ce que tu peux être de gauche en étant Bien sûr. psychiatre, Mais tu vois, par exemple, enfin, oui, je vais pas commencer à régler des Ah mais comptes. je Ouais. pense que tu peux être Non, tu mais peux c'est vrai distinguer, que ça c'est pour moi c'est une fausse question ça. Encore Du tout. maintenant, il y a beaucoup de psychiatres qui sont publiés à gauche et qui Oui. disent on va abolir la contention. Par exemple, Oui. il y a un bouquin qui est sorti, abolir la contention. Je pense que l'intérêt est louable et qu'il faut qu'il y ait des psychiatres qui tiennent ce projet-là. Mais en fait, le projet n'est pas celui d'abolir la psychiatrie. Hmm. Et encore une fois, bon, c'est comme abolir la prison, abolir la police, ce ne sera pas du jour au lendemain. Hmm. Mais c'est là où je trouve qu'une histoire comme celle-ci, même si elle est presque trop radicale, Ouais. hein, non mais tu vois, elle est presque, Oui, oui. elle est presque trop radicale. Presque romantique comme. Ouais, c'est presque romantique. Mais disons que ça, c'est ce que je raconte dans l'introduction, c'est que ça ramène des histoires qui ont complètement été oubliées malgré tout dans ce champ-là, et de se demander pourquoi est-ce qu'on peut pas réactiver des lignes de ces mêmes histoires. Mhm. Aujourd'hui, on va pas prendre les armes dans les asiles psychiatriques et tout ça, Ouais. mais il y a quand même des trucs qui sont intéressants Mais à réactiver, quoi. Ce que je trouve, moi, ce que ça m'a ouvert vraiment comme réflexion, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu'être malade? Oui, bien sûr. Et le rapport à la production, Ouais, bien sûr. c'est quoi la fonction d'un médecin en Ouais, vrai? bien sûr. C'est quoi la fonction d'un psychologue? Bien Qu'est-ce sûr. que ça veut dire aller bien aujourd'hui? Bien sûr, Toi, bien quand tu sûr. dis si t'es en bonne santé, oui, mais t'es en bonne santé, pourquoi? Bien Tu vois, sûr. il y a vraiment toutes ces réflexions qui sont ouvertes dans le livre. Moi, le rapport, j'imagine que vous allez puiser un petit peu dans. Qu'est-ce que vous en avez pensé des débats sur la psychanalyse et tout du moment? Alors moi je suis belge, donc les débats médiatiques je connais pas Non, bien. alors c'est pas médiatique, c'est Ah, chez non, toi, oui, c'est à chez gauche. toi, C'est à chez toi. gauche. Non, mais Oui, moi, je suis oui, curieux oui, de ça pardon, aussi. ah, oui, oui. Parce que toi, vous allez puiser chez Deleuze. D'ailleurs, c'est quoi l'embrouille entre Off et Guattari? J'ai pas très bien Et compris. justement, c'est un peu ça, c'est un peu Guattari, c'est psychothérapie institutionnelle, off, c'est non. D'accord, ok. Ok. Révolution par la maladie, quoi. Ok. La question de la psychanalyse, moi je suis. Écoute, je ne vais pas. Je trouve qu'il y a des concepts qui sont intéressants dans la psychanalyse. Oui, comme nous. Voilà. Mais qu'après, il ne faut pas qu'ils soient capturés dans une pratique d'isolement, dans des cabinets, etc. Bah oui, etc. c'est ça. Ouais. Et qu'il y a quand même parfois un ronron de la psychanalyse entre elles-mêmes, dans ces concepts, etc. Donc moi, ce que j'aime bien... en Ouais, la tout cas, psychanalyse dominante, Voilà. lacanienne. Oui, même en fait, quand tu dis, tu vois, comment dire, rendre la psychanalyse inclusive dans le cabinet et tout, machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le dispositif, il reste le même. De donc, 1-1. 1-1, donc bon. Il y a toujours un rapport de. Oui, c'est un rapport assez individualisant, à l'intériorité, qui doit se dévoiler, etc. Donc moi, franchement, c'est pas... Non, mais Oui, non, mais en plus, c'est pas mon bazar. je sais plus comment dire Deleuze et Guattari, mais tu vois, c'est genre toujours le petit rapport sale à papa-maman. Oui, quoi. oui, Enfin, en fait, oui. ça, enfin, tu vois, Et surtout à maman. Et surtout à maman. Surtout maman. Surtout à maman, mais enfin, du coup, voilà, c'est qu'est-ce que ça dit aussi Voilà. d'un rapport général au monde. Quoi. Ouais. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la psychanalyse comme une cure, quoi. Voilà. Comme tu vas voir un psychanalyste Voilà. qui est pas très intéressant pour Mais moi. encore une fois, je pense que toutes ces pensées-là, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles refusent aussi l'idée que, tu vois, c'est des mondes atomiques. Alors la psychanalyse fait pas que ça, mais c'est que on soit juste des individus l'un à côté de l'autre, c'est plus des milieux, quoi. Et qu'en fait, et donc dans la psychanalyse, il y a des trucs très intéressants, mais les auteurs que nous, en tout cas, je pense chez Météor, on aime bien, c'est ceux qui vont faire délirer le social, comme disent Deleuze et Guattari. Donc c'est Massoumi. Alors lui, il est moins. Bah on va en parler. C'est peut-être le plus compliqué que j'ai eu à lire. Ouais. Agitation, capitalisme et plus-value de vie. Et ça va puiser dans certains concepts. En fait, parfois, il y a des auteurs qui ont lu Deleuze. J'ai l'impression que si tu n'as pas lu Deleuze, ça va être très compliqué à. Dis pas ça à l'écran. Ah non, mais après, c'est intéressant. Non, mais. Attends. Moi, je ne mens pas aux gens. Moi, je me suis accroché, les gens. Je me suis accroché, mais j'ai adoré. Hein. Ouais. J'ai vraiment adoré. Mais ça fait partie des lectures qui demande une certaine discipline, en fait, qui demande il y a ce concept, qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'aille voir pour vraiment comprendre ce concept, parce que ça, il y a tout un langage deleuzien sur lequel je ne suis pas du tout le plus pro, et il y a aussi des termes qui ont l'air de venir de la psychanalyse.
Alors lui, il est plus pragmatiste, c'est un grand lecteur de Whitehead James, et c'est le traducteur de Deleuze et Guattari en anglais, et que là on a traduit vers le français. C'est un camarade de pensée de Isabelle Stengers et compagnie. Corps sans organes, oui. Et là on avait, en fait, avec Déborah Brostow, qu'on avait pensé le livre, on s'était dit qu'on avait fait des entretiens pour introduire à sa pensée, justement, qui est assez complexe, et quand tu regardes les gros bouquins qui ont été publiés de lui, il faut vraiment y aller. Là, l'idée, c'était on a fait 2 entretiens avec une préface, postface, pour avoir plein d'entrées différentes. Mais après, oui, c'est vrai que c'est le livre. Alors, c'est le livre qui se vend le moins bien, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut s'asseoir, quoi. Oui. Il faut s'asseoir. Mais pour moi, ça mérite ça mérite le détour, et notamment sur les questions d'événements, de comment tu abordes l'événement, du rapport hiérarchique que certains ont, de comment ça peut te transformer toi-même. Il y a vraiment... Je sais pas si tu l'as lu, lui. Non. En fait, je l'ai acheté, et là, j'ai pas trouvé l'espace disponible pour rentrer dedans, en fait. Voilà. Non, mais c'est... Moi, j'ai kiffé. Je sais. Vraiment, je te l'ai dit. Je pense d'ailleurs que même, tu vois, Deleuze, les bouquins de philosophie de Deleuze, c'est... Enfin, faut pouvoir... moi, je sais que Deleuze, je suis rentrée dedans plutôt en écoutant les cours. Ouais, les abécédaires. Parce que, voilà, abécédaire, enfin, voilà, sur... Ah oui, c'est... Donc, tu n'as pas lu 1000 plateaux. J'en ai lu des morceaux. J'en ai lu des plateaux, mais pas tout, et c'est pas très grave en plus, tu vois. Mais pour moi, c'est pas tout lu, je pense. Ah, bon. Je te jure. L'anti-Oedipe. L'anti-Oedipe, je suis pas tout lu non plus. Non, mais pour moi, je pense que si je maîtrisais un peu plus les concepts, ça serait un peu plus facile. Mais tu vois, par exemple, Darc Deleuze, qui est tout petit. J'ai aussi galéré parfois. Je suis en mode putain, c'est une autre tradition de pensée. Hein, oui, mais mais ça va surtout sur le truc. En fait, quand tu mobilises du Deleuze pour en faire ce que tu veux, mais quand tu mobilises du Deleuze et que tu prends des concepts, par exemple, en fait, il y a des phrases, tu penses savoir ce que ça veut dire, mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que ça veut dire? Par exemple, ligne de fuite. Qu'est-ce qu'il entend par ligne de fuite? Si tu n'as jamais lu Deleuze et que tu vois quelqu'un parler de ligne de fuite. Après, tu le comprends un peu. Oui, mais tu dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire dans ligne de fuite? Corps sans organe, il y a quelqu'un qui parlait de corps sans organe. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est l'anti-Oedipe au départ, et ça revient. Ah ouais, mais c'est. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est difficile que ça mérite pas le détour. Bah non. Parfois, il y a des lectures. Moi, je crois pas au truc. Ah, c'est facile à lire et tout. Parfois, il y a des trucs où tu dois te casser la tête, vraiment t'asseoir et dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Mais t'as lu la préface d'Isabelle Stengers, justement? Oui. Là, elle explique quand même, elle vient et tout machin. Ah oui, mais ça rend le truc plus accessible. Voilà. Bien sûr. Et en fait, mais je dis pas que c'est abscon totalement. Hein. Mais après, ce qui est intéressant, encore une fois, avec cette pensée-là, sa préface, elle s'appelle Isabelle Stengers, une philosophie activiste, je pense. Et en fait, comme tu viens de dire, Wissam, le but, c'est pas de tout comprendre non plus. Oui. Le but, c'est qu'en fait, dedans, il y a des trucs, ça te met à te faire penser. Et en fait, c'est à partir de là que tu penses, et c'est bon. En fait, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce genre de pensée, c'est pas forcément d'avoir tout compris rationnellement avec tous les enchaînements logiques et tout. C'est en fait, tu captes des trucs, tu captes des concepts qui vont être importants, que tu vas pouvoir utiliser. Et après, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est faux, c'est pas comme ça que. En fait, si ce que toi t'en fais devient intéressant, c'est que c'est bon. Tu vois. Après, si t'en fais un truc un peu, tu vois, je sais pas, un peu olé olé ou je sais pas quoi. Bon, après, voilà, on peut venir tailler quand même. Il y a des trucs, mais. Oui, comment ça résonne surtout. Oui, s'il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat. Comment ça résonne, comment ça va être repris, comment d'une certaine manière. Alors, on avait une discussion comme ça dans une librairie à Paris c'était un peu compliqué à faire saisir, mais comment est-ce que dans la lecture elle-même, il y a quelque chose qui dépasse le texte et qui fait que ça t'active. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est à quel point est-ce que il y a des intensités qui vont traverser le texte, qui te traversent au moment où tu le lis, et comment toi tu vas en choper une et qui va t'amener ailleurs, quoi. En fait, il y a une interview de Deleuze où il explique ce qu'il entend par l'écoute musicale de ses cours, quoi. D'accord. Et il dit, en gros, pour Deleuze, c'est clair, il y a des philosophes, ils sont là pour créer des concepts, pour travailler tout ça, tu vois. Et lui, il explique qu'aux cours qu'il donnait à la fac de Vincennes, donc qui étaient des cours très ouverts, où tu avais des toxicos qui venaient, des gens qui bossaient tu vois, à la poste de nuit pour faire autre chose de leur vie en journée, qui étaient poètes et je sais pas quoi. Et donc tout un monde comme ça, avec des branques, voilà, de tout, quoi. Et il raconte cette scène où il dit c'est dingue comment tu peux avoir un gars qui vient là, tu vois, il est un toxico, je sais pas quoi, il dort pendant la moitié de ton cours et tu sais pas pourquoi, à un moment il se réveille et c'est le moment où ça le concerne en fait. Tu vois, et en fait ça c'est hyper beau comme image, c'est-à-dire qu'effectivement on peut rentrer en philosophie pas pour être philosophe,
Mais parce qu'à un moment, on va aller chercher des choses qui vont nous concerner dans le sens nous mettre à l'action, quoi. Enfin, nous mettre en chemin. Voilà, moi, en tout cas, c'est la seule pratique que j'ai. Quoi. Et c'est quand même... par exemple, pour revenir à Isabelle Stenger, je trouve que c'est quand même une super pédagogue de ce point de vue-là, de traduction, de philosophes compliqués aussi, où elle arrive à... Je trouve qu'elle a cette fonction-là de traduire pour permettre des formes d'activisme qui soient un peu conséquentes, quoi. Enfin, qui portent leurs effets, quoi. Et je trouve que là-dessus, elle est... Enfin, pour moi, les écrits d'Isabelle, ils sont hyper importants pour ça, quoi. Mais... Oui, non, mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le livre, déjà, il y avait ce qu'on rejoignait, ce qu'on disait. C'est pour ça qu'il insistait le plus. Alors, c'était quoi voilà, pour dépasser un peu le cadre trop économiciste et voir différentes questions. Il prend l'exemple de Bush, de tout ça et tout. Et moi, je dis vraiment ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est vraiment. Et moi, je pense que j'avais cette tendance-là, c'est quand tu arrives dans un endroit, de ne pas penser comment. C'est le truc par le haut, mais aussi de réfléchir, toi, qu'est-ce que ça va te faire ? L'événement, de participer à telle manifestation, de plutôt que de venir à faire perdre la morale, qu'est-ce que tu vas apprendre des autres ? Comment tu vas être transformé par ça ? Et qu'on a tendance chez les militants à trop se dire « Ah putain, on a la théorie, on sait ce qu'il faut faire, on va aller leur dire. » Non, c'est peut-être eux qui vont t'apprendre d'autres manières de penser, d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et aussi d'être ouvert à l'expérience. De ne pas venir en mode « Ça doit se passer comme ça. » À l'expérimentation même, enfin, de tâtonner, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a dit c'est même le livre le plus accessible de Massoumi. C'est fait pour. C'était fait pour. C'est exactement ça l'idée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur Agitation ? Non, mais justement, pour revenir quand même juste sur la question quand tu disais le débat psychanalyse et tout machin, justement, moi, je vais préférer des gens qui vont reprendre Deleuze par d'autres trucs, mais donc Deleuze qui a lui-même repris des concepts de psychanalyse et qui vont les emmener complètement ailleurs sur un autre terrain que celui de la cure ou de la maladie. Oui, mais ça, la cure, voilà. Non, mais ça... Et tu vois... C'est pour ça, mais c'est aussi le grand problème des gens quand on parle de psychanalyse, je m'en bats les couilles de la cure, quoi. Oui, après, ça peut avoir des gens qui mais moi, c'est le débat plus politique, comment ça permet de penser... Mais tu sais, c'est toutes les questions des affects, c'est des questions qui sont mises de côté, qu'on fait croire que c'est juste un truc qui mystifie les rapports économiques. Bien sûr. Je pense que c'est un peu plus que ça. C'est ce qu'explique Massoumi, par exemple. Enfin, c'est ce qu'explique, c'est ce qui nous fait penser. Après, il y a quand même... Parce que c'est... Enfin, tout à l'heure, on n'a pas trop sauvé les expériences de psychothérapie institutionnelle, mais, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé. C'est la question aussi des dispositifs et des alliances. Bien sûr. Enfin, ça, c'est donc en fait comment on fabrique à un moment des questions collectivement, quoi. Et donc il y a eu des types de réponses qui sont plus ou moins pertinents selon les moments. Mais d'ailleurs, il réfléchit à ça dans le livre, dans Agitation. Oui, mais même lui, en général, il a un truc aux États-Unis avec une autre meuf où ils ont des dispositifs pour pouvoir essayer le truc. Oui, non, c'est Hoff qui ne saurait pas du tout la psychothérapie institutionnelle, mais moi, par exemple, je n'ai pas de grief contre la psychothérapie institutionnelle. Et je veux dire, justement, c'est une pensée du dispositif. Et c'est plutôt que de penser, genre, toi, moi, que les individus, on va penser, OK, comment est-ce qu'on va faire ensemble collectivement, pour que quelque chose marche et se mette à activer les gens. Les choses, les pensées, enfin c'est égal. Et du coup, tout à l'heure, tu as cité Toby Nathan, mais on retrouve ça très fort dans l'invention qui a été l'ethnopsychiatrie à un moment, quoi. Oui, tout à fait. De dire, en fait, ce qui est important, c'est quel dispositif on va mettre en place qui va sortir la question de l'individu d'un rapport à l'institution qui est destructrice. Enfin, c'est-à-dire que à un moment, tu vois, t'es migrant, t'es envoyé par les services sociaux parce qu'on te juge fou et tout ça. Bah, en fait, si t'es en face d'un psychanalyste ou d'un psychiatre, en fait, il va te ratatiner parce qu'il va pas comprendre les mondes. Donc, en fait, tout le dispositif de l'ethnopsychiatrie, c'est de recréer du collectif avec des gens issus de plusieurs traditions qui, à un moment, activent... et donc, en fait, ce que disait Toby Nathan, c'est comment on replace le patient à un moment dans un cercle où en fait il peut prendre sa place parce que avec ses références à lui, voilà, et que en fait c'est le dispositif qui l'autorise à ça. Du coup, ça c'est super intéressant, quoi. Oui, la manière même de concevoir son délire. Je sais pas si vous avez vu le livre de Gabaron Garcia aux éditions Amsterdam. Il y a un épisode super intéressant. Il parle d'un patient. Fabrique, non ? Il y a la Fabrique et il y a la réédition, il y a une autre édition aux éditions Amsterdam. Il parlait d'un patient qui délirait. Je crois que c'était un patient comorien et qui délirait beaucoup sur les trucs du racisme et que donc personne ne l'a pris en compte. Et justement, il est rentré dans son délire à lui et de voir toutes les références qui sont données. Et à partir de ça, a permis petit à petit à la personne de pouvoir s'exprimer avec ses références à lui. Mais bref.
gros sujet. Je ne sais plus comment il s'appelle le livre. C'est Politique de la... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est Cabaron Garcia aux éditions Amsterdam. Ouais. Merci beaucoup, Duty. Merci. Rappel du nom des invités. Mirabelle Touvenot, militante. Ouais. Plus trop féministe. Décoloniale. Je reprends ton militante décoloniale. Tu collabores beaucoup avec nous. Tu t'occupes de devoir nous gérer et de nous corriger. C'est le travail le plus horrible. J'ai oublié d'envoyer des trucs. Donc, je ne vais pas faire le malin. Ah oui, t'es pas dans la prochaine revue d'ailleurs. Non, mais sur la religion, Ouais. on m'a rien proposé. Tu t'es pas imposé, oui, ça. Deux fois, politique j'ai proposé des trucs, on m'a pas relancé. J'ai déjà trop de travail, je vais pas m'imposer. Et Renaud Selim Sanli, il faut que je me rappelle de Sanli, des éditions Météor. Et tu as aussi écrit des articles par-ci par-là, et notamment dans la dernière revue Trou Noir. Je crois qu'il m'en reste. On parle de lui, et après on finit par Norman qui va bientôt sortir. Ouais. Donc lui, c'est le dernier qui est sorti. Ouais. Pourquoi la critique est-elle à court de carburant de Bruno Latour, avec une préface de Didier Debèze et une préface d'Alice Mortiaux. Ouais. Et est-ce que tu peux nous faire un peu un pitch de... Alors, Bruno Latour... On a parlé c'est aussi... oui, mais et juste pour le... bien sûr. Aussi, Bruno Latour, ça fait partie aussi... Moi, j'ai l'impression que très mal vu à gauche. Bien sûr, très très mal vu. Très mal vu, mais comme Bouria Boutelja, comme... j'ai l'impression que vous êtes en mode, ok, on s'en fiche, on va quand même éditer, il y a des trucs intéressants là-dedans. Alors, pourquoi... C'est quoi? Il ne le voit pas comme assez anticapitaliste, c'est ça? Alors, bon... Au niveau politique, Latour avait pris des positions sur les écolos, etc., qui, bon, on peut dire que... Merci les gens. C'était pas forcément les meilleures positions politiques, tu vois, au sens partisan du terme. Ouais. Mais oui, je crois que une grande critique, c'est parce qu'il n'utilise pas le mot capitalisme à toutes les sauces. D'accord. Pour penser les rapports en fait complexes qui se mettent en jeu dans plein de localisations différentes, quoi. Et effectivement, à part ces derniers textes comme Où atterrir, en fait, pour moi, la question du capitalisme, voire du colonialisme intérieur, enfin depuis intra-européen, si tu veux, sur soi-même, sur ses propres pratiques et tout, Latour était vraiment, celui qui a le plus fait ce diagnostic en fait de la modernité. Et en cela, ça devrait être quelqu'un qui est lu à gauche. Mais comme il n'a pas les bons mots, comme il avait ce côté un peu grand bourgeois... Il fait bourgeois, oui, il fait bourgeois catho, quoi. Bourgeois catho, mais qui revendiquait. Hein. Bah oui. Il disait, je suis catholique, je viens de famille bourgeoise, vigneron, même noble, je pense. Tu vois, il y avait un truc très situé dans la manière dont il le faisait. Mais après, je pense qu'il était venu dans hors-série un peu avant sa mort. Il avait dit, moi, je suis complètement du camp islamo-gauchiste. Tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même pris des positions par-ci, par-là. Mais il a été aussi influencé par Stenger, j'imagine. Alors, c'est plutôt le contraire. Non, ils sont influencés. Par exemple, ce texte-là, c'est le moment où il découvre le texte d'Isabelle Stenger sur Whitehead, justement le grand texte, sa grosse thèse, Penser avec Whitehead, une création libre et sauvage de concepts, je pense, qui est un livre magnifique mais très métaphysique. Et ils sont influencés. Et justement, Isabelle Stenger s'arrêtait pas de lui dire pourquoi est-ce que tu veux te débarrasser de la notion de gauche. Et lui, il disait, en fait, moi, je suis sur le front de modernisation, mais en fait, il se tannait un peu, si tu veux. Il y a une superbe émission sur France Culture. Ah ouais, entre les deux? Non, mais après, il y a une superbe émission de Isabelle Stenger où elle parle beaucoup de Bruno Latour, qui est magnifique, mais il y en a une où c'est Bruno Latour, et il dit, une des seules personnes qui arrive à me faire pleurer quand elle relit mes textes et qu'elle vient c'est Isabelle Stenger, tu vois. D'accord. Donc il y a vraiment un vrai respect. Il y a un énorme respect et un énorme échange. Et pourquoi pour vous c'était parce que ça c'est un ancien texte. Pourquoi la critique 2004. était la cour de carburant. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc. En fait, en gros, il dit que par exemple la position de scientifique, de moderne et tout se prend pour un critique, mais sa position fait qu'il est intouchable. Dans tous les cas, il a raison. Vous agissez à cause des idoles. Et en fait, vous ne comprenez pas que... Et après, quand ils savent que ce n'est pas des idoles, c'est... Vous pensez agir par vous-même, mais vous êtes agi par le social, par le grand social. Et qui pourrait être vu comme une idole. Bien sûr. Donc il y a un peu ça. Bien sûr, c'est le double mouvement. Il y a plein de schémas dans le livre. Oui, mais c'est assez accessible aussi quand même. Pour un texte de Bruno Latour, je ne sais pas si tu l'as lu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Mais je pense... Peut-être après, je sais pas, moi j'ai eu le sentiment, enfin quand même le contexte dans lequel est écrit ce livre, c'est une inquiétude de la montée, enfin soit du complotisme, soit des fake news,
Et de voir que tout d'un coup, on n'a plus de prise pour dire quelque chose là-dessus aussi, quoi. Donc c'est Oui, par ça les le point de départ. septembre, C'est ça le point de départ du livre, qui est. Enfin, du coup, c'est aussi que là, on y trouve une grande actualité, parce qu'on est les fake empêtré news et là-dedans. Enfin, Mais aussi le ressentiment. d'une prise pour essayer de. Voilà, je trouve que ce texte est important pour ça, parce qu'il explique que la généalogie, elle vient même de la posture critique en soi, qui est censée être intouchable, en fait. Donc elle produit ça. Et donc à quel titre elle produit ça? C'est ça qui est intéressant, quoi. Et qu'en fait, à force, ça crée du ressentiment. Aussi, tu vois, il y a quand même ce côté où, du coup, tu vois, quand les gens expliquent les fake news, oui, ils sont bêtes, machin. En fait, non, c'est aussi une forme de réaction, de réactivité face à un monde qui était complètement dépeuplé, autant par le capitalisme et les forces en présence, que par la critique qui était censée faire la critique de ces forces en présence. Ils ont leur grand social, leur grande société, leur grand capital, qui vient s'abattre sur des objets indifférenciés qui n'ont plus de pouvoir. Et donc, oui, toi, tu es bête, toi, tu machin, tu vois. Et là, ce livre-là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il s'adresse aux scientifiques, mais il s'adresse aussi à la position de chercheur critique ou de théoricien critique, qui viendrait tout expliquer depuis son piédestal, et qui, effectivement, en fait, bien sûr que c'est une position qui excite. Tu vois, tu as toujours raison. Oui, de toute façon, t'es l'expert, tu as toujours raison. Tu trouveras toujours le truc. Mais moi, je dis, tu peux avoir toujours raison, mais tu ne seras jamais dans l'histoire. Oui. Enfin, tu vois, à un moment, il y a un truc où si tu ne comprends pas les devenirs en cours, tu as beau avoir raison, ça ne sert à rien. Et c'est ça aussi. En fait, et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il en appelle à une nouvelle forme de critique. Donc, ce n'est pas juste se débarrasser de la critique, du relativisme. Non. C'est qu'il en appelle à une critique. Il appelle ça les matters of concern. Mais après, on ne va pas rentrer dans tous les débats. Parce que là, ça va. Ouais. Mais en tout cas. Matter of concern et matter of. Il y a eu des problèmes il y a eu des questions de traduction. On a décidé de pas le traduire. On a décidé de pas le traduire pour pas l'enlever de son milieu, justement, d'apparition, etc. D'ailleurs, j'ai galéré avec ça. J'arrêtais pas de revenir à votre note de traduction de comment les comprendre. On l'a traduit avec Déborah Brosto. C'était quoi les faits qui comptent, les faits? Les faits établis, c'est les faits établis et les faits qui comptent. T'avais les faits discutés. Non, il faudrait que j'aille revoir la note de traduction. C'était quoi? C'était oui, en tout cas. Non, parce que alors il faut savoir que c'est un texte. C'est Bruno Latour qui normalement parle français, mais qui là a fait une intervention en anglais. Mais je crois que même Matter of Fact, il le dit en anglais. En fait, il l'a jamais traduit. Ouais, il a toujours fait Matter of Fact. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de ne pas le traduire. C'était quoi? C'était. Attends, mais là on va emmerder tout le monde, non? Non, c'est bon. Est-ce que Latour n'adopte pas lui-même cette position dans ce livre? Alors, c'est le Malatesta, mais attends, Malatesta, je crois que tu la connais, cette personne, parce que je crois qu'elle a dit... Oui, c'est aussi celle qui a dit que c'était le livre le plus accessible de Masumi. Ah, bah en tout cas, c'est quelqu'un qui lit bien nos livres. Alors, oui, je pense. Alors, il est méchant dans ce livre. Et c'est vrai qu'il règle ses comptes. Mais après, bon... c'est le jeu. Après, voilà, c'est le jeu, quoi. Là, il faut savoir, c'est un texte qui est quand même adressé à un moment précis aux États-Unis, au moment de l'invasion de la guerre d'Irak, post-11 septembre. Donc, il y a tout un enjeu aussi théorico-philosophique et politique qui est mis en branle. C'était quoi? Les faits indiscutables et les faits disputés, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais en gros, c'est les choses qui paraissent objectives, qui paraissent objectives et les choses qui comptent pour les gens. Bah, en fait, c'est surtout, encore une fois, il y aurait tout d'un coup, parce que les scientifiques disent qu'il y a des faits indiscutables, donc en fait, ça peut plus être une question politique. Mais en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font de la politique, mais sans le dire d'une certaine manière, puisqu'ils nous empêchent de penser ces faits-là. On ne parle pas seulement de la gravité, hein. On parle de plein d'autres choses. L'économie, c'est comme ça. L'économie, c'est comme ça. C'est une science, c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative. La nature, non, ça c'est naturel, ça c'est culturel, enfin tu vois, toutes ces questions-là. Et les faits disputés, où ce seraient des faits qui deviennent tout d'un coup, qui en fait deviennent une chose publique. Tout d'un coup, les gens s'en emparent et ça devient un débat, enfin pas un débat même, une chose publique, et qui se met à avoir plein de ramifications et qui rendent les choses très intéressantes, parce que du coup, ça veut dire qu'on se met à faire de la politique à partir de faits qui devraient être scientifiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre comment ça peut être aussi récupéré par l'extrême droite, tout ce truc, et qu'on le voit actuellement, seulement par l'extrême droite, même par la droite. Tu as le gouvernement qui dit « Ah, mais ça, c'est une fake news. Ça, c'est faux. » Alors que dans la réalité, toi, par exemple, tu as parfois des discours « Je ne peux pas entendre parler de violence policière parce que c'est faux. » Comment tu fais? Bien sûr. Comment tu fais pour prouver les trucs? En fait, il y a vraiment cette discussion-là. Mais tu vois, typiquement, sur la violence policière, ils demandent toujours la preuve scientifique.
Et en fait, il y a des preuves scientifiques avec les nouvelles reconductions de caméras, là, tout ça, enfin, tu vois, tous les trucs. Mais en fait, qu'est-ce que c'est violence policière pour eux? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire une preuve? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, tous ces débats-là peuvent devenir tout d'un coup des débats d'enjeux publics ou politiques ou militants, et de ne pas se faire à chaque fois capturer par le bon chercheur, le bon scientifique, je dis pas seulement scientifique sciences dures, qui vient te dire... Le sociologue, etc. Oui, parce qu'on aime bien amener l'expert qui va avoir la vie. Surtout, il y a cette idée chez Latour de dire comment on ramène dans l'arène, c'est son image, ramener dans l'arène beaucoup de choses qui comptent. Et que en fait le geste critique met toujours à distance. Enfin, il y a un peu cette idée-là, tu vois. Il est pas. Et donc c'est comment on fait compter en fait autour d'un problème toutes les ramifications, les attachements. C'était assez intéressant quand. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette notion d'attachement et tout. Tu vois, au moment du Covid et puis la période de Gilets jaunes, alors là, ça n'a pas été vraiment suivi d'effet, mais Latour, il avait proposé une sorte de dispositif entre le cahier de doléances et les questionnaires. Mais en fait, pour lui, la question, c'était comment tout d'un coup, on va créer des formes d'assemblées, en fait, où les gens ne seront pas juste invités sur le mode de la tolérance à venir donner leur petite opinion, mais on va aider à décrypter à quoi ils tiennent, tu vois, dans un espace. Un peu comme les Gilets jaunes ont fait à l'époque. Et du coup, quand tu vis ton quotidien, à quoi tu es relié, en fait, concrètement. Donc ça peut être tu vois, des chaînes longues, ça peut être l'objet que tu fais venir depuis la Chine, mais ça peut être des attachements très locaux. Et tout d'un coup, en fait, toute son idée, c'est de recomposer un monde. Donc ce que je disais un peu tout à l'heure sur la différence entre trouver un sol stable et créer un sol vivant. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans sur du coup cette comme dirait Aurélien, nous sommes plus denses que ça. Mais il y a quelqu'un qui disait des forums hybrides, mais aussi ce que tu dis aussi sur le sol vivant, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans l'approche que vous avez dans les à Météore, mais toute la philosophie pragmatique, mais aussi dans tout le truc décolonial, tous ces gens qui acceptent de penser aussi à côté. Et ce qui aussi m'a intéressé dans certains points de la psychanalyse, d'un point de vue politique, c'est de sortir des sentiers battus, de certains dogmes, certaines analyses qui rassurent et d'accepter de se faire bousculer aussi, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Latour. Il y a des choses qui sont pas considérées, qu'on prend pas au sérieux, qu'on dit ça c'est n'importe quoi. Et c'est ça que j'ai adoré chez Félix. Bien tu vois, sûr. dans l'interview, c'est dire mais si on les prenait au sérieux, bien sûr. Si on allait voir ce que ça dit, si on allait voir aussi ce que ça représente pour les gens, ce que ça signifie, et aller sortir des sentiers battus et avoir l'insécurité de, tu sais, parce que nous, t'as les marxistes, on arrive à tout analyser, on comprend tout, mais il y a des choses qui viennent nous titiller. Isabelle Stengers, on revient souvent à elle, mais bon, ça, elle est importante. Dans les années 2000 ou un petit peu avant, il y a une émission radio qu'on trouve encore sur YouTube où en fait elle va à la télé et elle dit mais en fait il faut prendre au sérieux les gens qui croient aux ovnis. Déjà c'est pas une croyance, déjà c'est pas forcément une croyance, mais qu'est-ce que ça produit localement comme effet de penser que les ovnis peuvent exister. C'est pas juste des uluberlus. En fait, ils se mettent à avoir plein de recherches scientifiques, d'observations de l'espace, etc. Ça crée des pratiques aussi. C'est ce qu'ils disent, par exemple, quand ils disent que les ovnis, ça n'existe pas, mais ils ont comme... Partons du principe que les ovnis n'existent pas, ça produit quand même des effets. Voilà, exactement. Les fantômes, ok, si vous voulez, ça n'existe pas, ça produit des effets. Il y a des gens il y a cet objet fantôme qui, peu importe son existence ou pas, il y a des gens qui sont et qui se mettent à exister en fait, qui se mettent à exister en fait. L'action que en fait l'action c'est une voie moyenne quand quoi. tu dis les fantômes ça n'existe pas. Oui, mais je parle de leur comment. Tu vois, d'ailleurs, c'est le moi, je suis musulman. boulot. Non, mais mais justement. Non, mais partons de votre principe. Non, mais par exemple, le boulot de Vinciane Després sur les morts, et avant elle, Magali Molinier. C'est super important. C'est qu'en fait, les morts ont une existence. Il y a un super épisode sur Arte de comment elle s'appelle. Ils agissent et ils font agir. Et les vivants agissent en fonction d'eux. Donc, en fait, quand on ramène ça dans la scène, effectivement, tu as tout un autre monde qui s'ouvre. Et c'est pas une question juste d'y croire. C'est en fait. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui, au départ, te fait agir. Donc, c'est une voie moyenne, quoi. C'est l'un et l'autre font exister quelque chose de plus, quoi. Oui, ça se répercute. C'est pas juste psychologiquement, j'y crois, donc ça me fait agir. C'est pas la méthode Coué, quoi. C'est ontologiquement, c'est un peu différent. On va finir avec, parce que on va finir avec votre prochaine publication, Norman Ajari. Technofascisme. Le nouveau rêve de la suprématie blanche. Ça va marcher, ça va être si Dieu le veut. Je pense que... Si Dieu le veut. Et en fait, ce qui est intéressant, mais je pourrais en parler juste après. Ça sort quand déjà ? C'est le 20 février. Ah oui, d'accord, il y a encore à attendre. Moi, tu me l'envoies, il est prêt. Je l'ai en... On va en parler. Et juste après, on sort aussi... Il y a Véronica... Véronique Clette-Guécobas, c'est un peu plus tard, si Dieu le veut. Attends, je vous montre là.
Mais on sort aussi. En fait, là, c'est pas Donc annoncé. ça, technofascisme de la suprématie blanche, c'est en février, tu m'as dit. 20 Et février. il y a ça qui va sortir après. Fin de l'année. Fin de l'année. En fait, entre-temps, on va sortir plusieurs trucs. J'ai pas dans. Mais je l'ai pas encore mis sur le site. Ok. Parce que le site, il est pas non plus. Ok. Il va être mieux bientôt, mais j'ai pas tout encore. On va sortir le manifeste hacker de Mackenzie Wark, qui est une analyse qui a été faite dans les années 2000 des nouvelles classes numériques et qui est très presciente sur la question en fait, de ce qui se passe maintenant avec Musk et tout. Et Norman Ajaré, d'ailleurs, l'utilise et la commande dans son livre. Et alors là, ça sort, il y a Valéria, Benjamin, je les nomme comme ça, et Peggy, il y a tous les noms sur le site qui s'en occupent. Ça sort normalement fin mai, donc l'autre, Manifeste Hacker. D'accord. Mais Technofascisme de Norman Ajaré, c'est le 20 février. Et ça, ce qui est assez incroyable, c'est qu'encore une fois, tu vois que par rapport à des gestes de surplomb, c'est qu'il va vraiment prendre au sérieux ses ennemis, nos ennemis, comme il dit lui-même. Il va les prendre au sérieux et il va aller voir leurs textes, leurs théories, mais aussi les conditions matérielles qui les permettent. D'accord. Et donc, c'est toute une analyse autant matérialiste que libidinale, presque. Enfin, tu vois, un peu qu'est-ce qui les fait exister, quoi. Le libidinal, Voilà, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça fait partie des concepts Bien que sûr. je trouve intéressants. Bien Tu sûr, vois, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et il va décrypter chacune des figures importantes du technofascisme pour leur donner une densité conceptuelle et pour créer des concepts à partir de ça qui vont permettre de voir quelles seraient les pistes de sortie ou non, ou en tout cas de comprendre comment ça a émergé et pourquoi ça marche. D'accord. Très cool comme. Alors, il y a quelqu'un qui a dit très cool le graphisme en tout cas. C'est vrai que j'aime bien le style. Ah, cool. J'aime bien, il y a une signature, c'est un peu. On salue Vincent Pénanguet qui a créé la J'aime bien, maquette. c'est simple, ça me fait. Je trouve qu'il y a un style un peu comme la fabrique qui se reconnaît bien. On a quoi. voulu faire quand on a parlé à nos distributeurs robots, ils ont dit direct, il faut faire un peu. Faut faire simple, effet collection, ça peut bien marcher et tout ça. Ouais. C'était un peu notre idée. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions, les gens? N'hésitez pas à soutenir aussi le stream. Des petits dons, des petits bits, ça fait plaisir. La famille. Je regarde ces questions. Que pense Renaud Selim des critiques de Lordon à la compte de Latour et du pragmatisme? Je n'ai pas lu Lordon. T'as jamais lu Lordon? Non. Ah ouais, ça t'intéresse pas? Je l'ai écouté assez, c'est bon. Ah. C'est quoi votre dernière? Non, mais je sais pas. C'est quoi votre dernière belle découverte? Ah, alors c'est pas. Moi, mon livre de l'année. C'est pas la météore, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est pas loin. Mon livre de l'année, c'est Les désirs guerriers de la modernité de Deborah Brostow. À lire absolument. Elle a édité où? Comme pour traverser une généalogie des modernes, c'est remarquable. Et alors tu peux répéter le titre? Les désirs guerriers de la modernité. D'accord. Voilà, de Deborah Brostow, c'est au seuil. Et vraiment, dans cette période de marche à la guerre, c'est un livre et de montée du fascisme, c'est un livre qui va chercher des choses très importantes. Et toi? Bah moi, parce que tu es libraire, donc tu dois lire pas mal. Je lis pas mal. Après, j'ai beaucoup aimé les Fischer qui sont sortis récemment. Marc Fischer, mais c'est trop bien. Il y a un autre livre chez Sans Soleil que j'ai beaucoup aimé. C'est accessible en plus, Marc Fischer. Ouais. J'aime bien le côté accessible. Ouais. J'adore. Il y en a un autre qui est beaucoup moins accessible, mais que j'adore. Chez Sans Soleil Audimat, c'est Steve Goodman, Guerre sonore, mais c'est un peu plus. Ça est sorti il y a plus d'un an, ça. Après, moi, tu sais, je dois aussi beaucoup lire les livres Météor, donc une grosse claque, c'est le Latour, le technofascisme qui va sortir. Ouais. Enfin, à chaque fois, tu vois, je suis aussi là-dedans. Oui, j'imagine que tu fais des livres que tu aimes. Bah oui, pas que moi, mais pas que énorme moi, maison d'édition à Lille. Oui, c'est ça, vraiment des trucs, ça te. Bien sûr. Je pense que ça doit être cool ça quand tu as une petite maison d'édition indépendante. Ah oui, nous, vraiment les trucs que tu kiffes. Le collectif, si on le kiffe pas, on le fait pas. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre philosophie pragmatique et la sociologie pragmatique. Il me semble que c'est deux trucs totalement différents. Ouais. Parce qu'en socio, la pragmatique. Oui, mais c'est. Et oui, Kaggle Wallon me dit, donc Quentin Dubois, il a raison, un des livres de l'année. Je trouve que. Ah, mais attends, c'est qui Quentin? Attends. Kaggle Wallon. Ok. Un livre que j'ai. Peut-être qu'il voulait pas que. je crois que ça c'est. Je pense qu'il est sûr. Pardon. Ok. Mais je pense que ça c'est. Le pseudo. Je trouve que le numéro. Après, c'est facile, j'y ai contribué, mais je trouve que le numéro Trou Noir, Pulsion fasciste est très bon. Oui. Je trouve que ça fait plaisir, justement, les analyses du fascisme qui sortent un peu du fascisme d'en haut, machin. On trompe les masses. On trompe les masses, ça machin. Ou un peu les trucs. Je sais pas si t'as vu, les fascistes ne font pas rêver. Oui, mais bien sûr.
Mais tu vois, mais c'est là où les gens comprennent pas. Voilà, bien sûr. Moi je dis, moi les fascistes, je disais, mais il y a un truc où ils font bander parfois. Voilà, il faut pouvoir le dire. Goodman, ok. Je regarde s'il y a encore quel titre recommandé de Fischer? Moi, il y a ces cours que j'avais grave kiffé là, mais qui n'avaient pas fini. Désir post-capitaliste, je crois. Ouais. Après, moi, j'ai le plus beau, mais c'est chez Entremonde, je trouve. Enfin, le plus beau au sens celui qui m'a le plus marqué, c'est Spectre de ma vie. D'accord. Après, Fischer, j'ai plein de critiques à faire aussi, mais ça sera pour une fois. Ouais. Oui. Ouais, je pense qu'on va pas. Eh bien, écoj'ai regarde s'il y a un dernier commentaire. Attends, moi, Salut Alex, c'est Alex de. Il y a un autre livre que j'ai lu cette année que j'ai redécouvert. J'ai lu Fernand Deligny. Ah ouais. Je connais pas. Et en fait, si on doit aller creuser des possibilités de vie non fasciste pour aussi rendre hommage à une ligne éditoriale de Météor, c'est absolument. C'est une lecture hyper jouissive. Il s'appelle comment, t'as dit ? C'était un éducateur en fait dans les années 70, enfin avant même d'ailleurs, il commence avant, et même dans l'après-guerre. Enfin voilà, bon, si vous avez le temps, allez lire Deligny, c'est beau, en plus c'est une écriture vraiment super belle quoi. Et tout d'un coup, on réaborde aussi plein de questions différemment que sous l'angle de la répression, de la pulsion fasciste, de réfréner comme ça des. Enfin voilà, donc moi ça a été ma capsule de l'année. Et en fait, c'est assez génial aussi d'aller redécouvrir ces gens dont on hérite et parfois on ne le sait même pas. Ouais. Et aussi de voir que, il y a eu des moments où des choses incroyables ont été dites. On a l'impression qu'on est en train de piocher, tu vois. On voit dans le passé. Mais en fait, et toute la question, c'est aussi celle de comment on pourrait reprendre ça. C'est-à-dire la reprise, c'est pas réactualiser. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour aujourd'hui, et ça donnera peut-être d'autres choses. Ouais. Mais toute cette généalogie de pensée là, des années 60-70, il y a quand même des trucs. D'ailleurs, vous en rééditez aussi. C'est extraordinaire. Bien sûr. En réalité, comme aussi liberté de pensée, enfin voilà. J'ai tout manqué, mais Spectre de ma vie, Banger, pour qui aime les séries de clubbing british, c'est Alix anti-imp. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Alix. C'est possible. De ligne anti-impérialiste et tout. On salue. Elle a fait l'émission avec nous une fois par mois, Stream anti-impérialiste. Ah oui, d'accord. On peut rejoindre la maison d'édition pour aider. Pour l'instant, déjà viens à la librairie. Ouais, ça. Déjà viens rencontrer Renaud Célie, mais voilà quoi. Pour l'instant, on est en collectif fermé pour des questions organisationnelles. Merci pour ce stream, merci. Moi, j'ai lu là, je connaissais pas trop. Amsterdam a écrit un livre sur Marcuse. Ah oui, de Aude Eguenin. Ouais. Excellent. Ouais. Excellent, vraiment, je m'attendais pas. C'est dans ma pile, comme on dit. Ah ouais, les gens, ils se lisent super vite. Et tout un pan que je connaissais pas, même sur le Marcuse, influence de la contre-culture et tout. Bien sûr, je connaissais pas du tout, et qui est un peu aussi une figure un peu discréditée dans une certaine partie de la gauche. Et je note aussi, avant qu'on arrête, il y a aussi, on a parlé des livres que j'ai lus, mais il y en a d'autres aussi que j'ai pas lus. Il y a celui-là, Possibilité d'une vie non fasciste, chronique d'une Allemagne hantée, en 2 mots. C'est aussi justement une reprise de Deleuze et Guattari, mais post-Allemagne nazie. Lui, c'est un petit-fils de plus ou moins nazi, et c'est un peu comment se faire un corps non fasciste après une Allemagne nazie, quoi. Voilà, ça fait beaucoup de nazis, mais c'est un peu ça fait très vite. Là, dans le mouvement, on en a parlé. Je crois qu'il y en avait un dernier. Il y en avait 2. Alors ça, c'est un très bon livre aussi. L'intelligence des villes, critique d'une transparence. En gros, c'est une critique philosophique de la question de l'intelligence et de la matière, mais de manière assez accessible sur les smart cities. Et encore une fois, montrer qu'avec tous ces rêves de smart city, en fait, on rêve d'une ville sans personne. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est toute une critique. Mais c'est pas une critique, c'est justement aussi une exploration philosophique de la matière de ces villes, quoi. Et il y en avait un dernier, je crois, c'est... Alors ça, c'est en finir avec le capitalisme, le titre m'attire. Hein. C'est un incroyable livre de Joseph Raphaël Liora. C'est un livre qui a été réédité parce qu'il a été d'abord édité dans les années 2011 à la Découverte. Et en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué au moment où j'intervenais en prison et on faisait des questions. Parce qu'on a aussi une revue sur les prisons, la Brèche. D'accord. Enfin, c'est pas la Météor, mais j'en ai fait partie. Et là, c'est justement, moi, s'il y a un truc qui va... En gros, c'est aussi contre une destruction des pratiques et pour faire communauté à partir du soin, mais un soin qui soit directement politique, qui ne soit pas justement une thérapeutique ou une cure, mais qui soit quelque chose qui permette de faire communauté, quoi. Collectivement.
collectivement, mais dans des endroits assez précaires. C'est assez incroyable, c'est qu'il va dans des prisons, il va dans des squats, il va dans des centres, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et j'en ai pas oublié. Hein. Non, c'est ça. Eh ben, écoutez, est-ce que vous avez un dernier... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Non, rien. C'est rien. Est-ce que vous avez un dernier mot, Mirabel ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, ça, je t'explique. D'accord. Mirabel, un dernier mot ? Bah non, merci pour l'invitation. C'était chouette de trop bien. partager tout ça. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci. Donc, je rappelle, Mirabel Touvenot. Est-ce que il y a des trucs qu'on peut lire de toi ou non tu travailles pour le magazine Nous. Donc, si vous voulez soutenir Mirabel, achetez aussi le magazine Nous. J'ai écrit des petits trucs dans le magazine, mais sous pseudo. Voilà. D'accord. Compagnon de route depuis des années du décolonial. J'ai une fierté quand même. Au moment où Rouya Boutelja sortait son livre et qu'elle n'était invitée nulle part en France, Les Blancs et Juifs et nous. Ouais. C'est vrai. J'ai créé. Elle est venue, tu étais là en plus, Wissam, à Fontenay-sous-Bois. À l'époque, je gérais un café associatif. Et elle est venue discuter avec Isabelle Stengers. Voilà. Ça, c'est la classe. Donc c'était le début d'une grande amitié politique. Avant que ce soit un peu à la mode, PDH, tout ça. On est d'accord. Moi, depuis le début. Et donc, Mirabel, il y a déjà eu l'émission avec les mères qu'on avait fait avec, comment elle s'appelle Lissel Quiroz et Yessa Belkodja, qui était une super émission. Je la mettrai en lien et tout. Je mettrai les liens des émissions qu'on a fait. Et enfin, Renaud Selim, des éditions Météor et aussi de la librairie Météor à Bruxelles. On peut mettre l'adresse. De toute façon, bien sûr, 207 rue Blas. De toute façon, les Bruxellois de militants connaissent. Mais si vous allez à Bruxelles, il faut aller à la librairie. Et tu fais aussi des rencontres et tout. Plein de rencontres. Et il y a la chaîne YouTube. Et il y a la chaîne YouTube de Raoul sur YouTube. Oui, c'est ça. Eh ben écoutez, merci à tous. Je vais juste faire le raid. Je crois que je vais vous envoyer chez Cassandre. Merci tout le monde. Salut. Merci.